Bonsoir à tous, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Désolé, on est un petit peu en retard, on réglait quelques petits détails de la technique qui nous ont un petit peu posé problème, mais tout va bien. J'espère que vous aussi, tout va bien également. On va débriefer ce soir ensemble le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a eu lieu ce week-end à Bakou. Un Grand Prix remporté par Oscar Piastri devant Charles Leclerc et George Russell. Après un petit accident à la fin, et puis une course assez animée et plutôt pas mal. Régler un truc, c'est de se débarrasser de Franck. Alors non, il n'était pas là du tout. Hein. On ne l'a pas écarté avant l'émission. Voilà, du coup, effectivement, on n'est que deux soirs pour en parler avec Alex. Salut Alex, ça va? Salut, ça va tout le monde. Écoutez, on a vécu encore un bon Grand Prix, hein. On n'en rêvait pas au début de la saison. On a eu pourtant une bataille à trois équipes pour la tête de course et même sans Verstappen. Voilà, alors même on vit quand même une fin de saison absolument géniale. On aura peut-être quatre équipes à Singapour qui se battront pour la victoire. Alors voilà, vous l'avez rêvé, la F1. Ouais, effectivement, c'est vrai que là, on a de plus en plus de resserrements à l'avant, hein, forcément. Singapour, on aura bon. Moi, j'y crois pas trop pour Red Bull, mais on y reviendra après. Merci à Quand la Vie qui s'est abonné, qui a pris un abonnement pour 6 mois d'avance, qui a profité de September, donc j'imagine, puisqu'effectivement merci à Clémence aussi pour son quatrième mois d'abonnement. Forcément, il y a September en ce moment. Twitch fait des petites promos si vous les abonnez, c'est le moment. Sachant que nous, on restera. Alors, c'est vrai qu'on n'a qu'un rendez-vous hebdomadaire, enfin, quand il y a Grand Prix. Mais en l'occurrence, on a encore toute la fin de saison avec un double triple header qu'on va vous faire suivre chaque semaine. Et puis évidemment, quelques news qui tomberont sûrement. Et puis un bilan de fin d'année, ce genre de choses. Donc, si vous voulez, c'est le moment. Et n'hésitez pas sinon au moins à suivre la chaîne pour avoir les alertes quand on est en live. Donc effectivement, un Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a été plutôt animé avec trois équipes en lutte pour la tête, bon surtout deux. Enfin, Perez était là aussi, mais on a quand même eu beaucoup de McLaren versus Ferrari, et en particulier de Piastri contre Leclerc, forcément. Du changement au championnat, alors pas du côté des pilotes, Verstappen est toujours en tête. Par contre, on a McLaren qui a pris la tête du championnat constructeur pour la première fois depuis 2014. Hein, donc ça remonte un petit peu, et surtout, c'est la première fois depuis pas mal de temps que ce n'est plus Red Bull qui est en tête du championnat. Ça, c'est vrai que c'était attendu vu l'évolution des choses. Mais c'est quand même un signe du changement, en tout cas, qui a lieu en ce moment en Formule 1. Donc on va commencer forcément par McLaren, ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. La première place d'Oscar Piastri, la quatrième de Lando Norris qui s'était qualifié 17ème après une erreur stratégique de McLaren. Alors on peut aussi dire qu'il avait fait une erreur dans le dernier virage, mais en tout cas McLaren l'a sorti assez tard et il a été pris dans un drapeau jaune. Tiens, j'ai envie de commencer par ça. Toi Alex, est-ce que tu penses justement que McLaren a trop pris de risques, ou est-ce que tu penses que c'est Norris qui a raté son tour et qui a été aussi pris dans le drapeau jaune, mais qui aurait pu s'en sortir mieux quand même? Non, je pense que c'est vraiment la faute à pas de chance. On a vu l'évolution de piste qui était quand même relativement dingue, donc ça pouvait se comprendre. Non, je pense qu'ils ont été vraiment victimes, hein, dans le concours de circonstances plus que d'autres choses. Et bon, aussi une petite injustice. En tout cas, ça râlait pas mal envers la FIA en trouvant cette règle du drapeau jaune injuste, mais ça fait partie. On sait qu'il y a toujours il y a toujours des circuits où il y aura des pilotes qui vont avoir de la déveine, et c'est tombé sur Norris peut-être au pire moment de l'année, mais finalement ça s'est mieux terminé pour lui qu'on ne pensait, puisque peu de monde imaginait qu'il pourrait terminer devant Verstappen et lui reprendre 3 points. Alors c'est pas grand-chose, c'est sans doute insuffisant pour espérer à Rins lui damer de pion sur le titre mondial, mais en tout cas ça a montré la différence de rythme qu'il y avait entre ces deux voitures, et même on pourrait dire entre ces deux pilotes, puisque Verstappen était en dessous de Perez ce week-end. Voilà, donc c'est vraiment la faute à pas de chance. Finalement, tout est bien qui se termine bien, parce que ça aurait pu être clairement mieux pour Norris. Et il continue finalement à gaspiller des points, comme il a fait par exemple en Hongrie. On en reparlera peut-être pendant longtemps, mais voilà, ça montre que cette McLaren peut aller chercher le titre, mais qu'elle ne va peut-être pas aller chercher le titre, en tout cas le titre pilote surtout. Ouais, effectivement, il y a peut-être un peu trop de retard maintenant pour le titre pilote. Alors bon, il reste encore 7 courses quand même, donc c'est vrai que l'avance n'est pas non plus énorme. Tout peut arriver, surtout à Singapour le week-end qui arrive, où c'est pas forcément le terrain de jeu favori de Red Bull. Merci à Framboisier qui a pris un abonnement, son deuxième mois d'abonnement, donc merci à toi. Et effectivement, c'est vrai qu'on a une McLaren qui est toujours très bonne sur tous les circuits, encore une fois, depuis... alors, il y a beaucoup de gens qui disent c'est la meilleure voiture depuis Miami. Je suis pas d'accord avec ça, parce que il y avait beaucoup de courses après Miami jusqu'au début de l'été où c'était très changeant pendant la course. La McLaren était moins bonne avec le plein.
il faut bien reconnaître que depuis le début du mois de juillet, on va dire, la McLaren est bonne partout et c'est la seule voiture qui arrive à être bonne sur tous les circuits. D'où le fait que ils aient quand même enchaîné 4 victoires depuis. Enfin, ils ont eu 4 victoires depuis Miami, donc c'est quand même pas mal. Et puis qu'ils sont en tête du championnat. Bon, Oscar Piastri, un Oscar Piastri de gala, hein, qui a quand même qui est allé chercher la victoire en dépassant Charles Leclerc et qui a poussé Charles Leclerc lui-même à dire que il était pas, il était conscient que c'était un peu de sa faute de s'être fait prendre la première place parce qu'il a été trop peu attentif et trop peu défensif. Et c'est vrai qu'on voit que Piastri, finalement, c'est ce qu'on dit souvent, que Piastri, quand une occasion se présente, il est toujours là pour la saisir, même s'il n'est pas au niveau de Norris sur un tour rapide ou sur la gestion des pneus. Par contre, il a ce côté Ouais. où chaque chance est saisie par lui, quoi. Sur les 7 derniers Grands Prix, c'est pas le pilote qui a le plus marqué de points, c'est pas Norris, c'est pas Leclerc, c'est encore un Verstappen, c'est Piastri. Hein, c'est ce qui Mhm. a fait dire à Weber récemment, qui est le manager de Piastri, qu'il a rappelé, voilà. Et d'ailleurs, il a aussi rappelé qu'à Miami, lorsque Norris avait gagné et que d'ailleurs Piastri avait eu la malchance avec Mhm. la voiture de sécurité, il a rappelé qu'à Miami, c'est Norris qui avait l'évolution et pas Piastri. Donc c'est vrai il est tout simplement impressionnant et c'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est son sang-froid absolu, d'abord de dépasser contre l'avis de son ingénieur Leclerc et ensuite de tenir toute une moitié de course et même plus avec une Ferrari qui klaxonne derrière sur un circuit qui, on le sait, est infiniment piégeux. Il ne sera pas champion du monde cette année Piastri, mais évidemment, là, on a vu clairement, mais c'est pas un scoop non plus, hein, que c'était une graine de champion et voilà, qu'il a bien fait de partir d'Alpine. Bah ça c'est sûr. On y reviendra beaucoup plus tard dans cette émission, mais effectivement quand on voit le déroulé ce week-end, on pense que le choix d'il y a 2 ans n'était pas forcément le mauvais. Euh, donc voilà, effectivement après McLaren, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus. C'est vrai que globalement, alors, ils ont dû appliquer une consigne en faveur de Piastri. Alors c'était un peu drôle parce que forcément, ils avaient passé la semaine d'avant à dire bon bah ça y est, ce coup-ci on va favoriser Norris. Et en fait, Norris était tellement loin au départ et était tellement pas sur la même stratégie que Piastri qu'ils ont dû appliquer une stratégie pro Piastri, on va dire, pour cette course, tout en disant que évidemment les consignes données avant se répercuteraient à Singapour puisque Norris a encore une chance d'être titré. Mais bon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de couac chez McLaren. Hein, globalement, c'est très bien passé. Bon, Norris était déçu de sa qualif et puis il a encore dit le dimanche que c'était vraiment ce qui avait fait basculer son week-end parce qu'il s'est rendu compte que potentiellement il y avait une deuxième ou une première ou une troisième place qui était disponible. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour lui. Mais, euh, mais globalement, le bilan tiré est plutôt positif. Donc forcément, on va passer chez Ferrari. Alors Ferrari, c'est vrai qu'on a eu un Charles Leclerc qui nous a fait sa spéciale Bakou, c'est-à-dire un accident en essai libre, une pole le samedi, et puis qui a fait toute la course, enfin une bonne partie de la course en tête. Et puis pour se faire dépasser par Piastri, mais effectivement, c'est la 4e pole de suite de Leclerc à Bakou, donc ça c'est vraiment son fief. Par contre, encore une fois, alors après c'est pas pour lui jeter la pierre parce que il a vraiment été piégé par Piastri et puis derrière il a pas réussi à avoir la vitesse nécessaire pour le récupérer, mais effectivement il perd la course, il finit deuxième alors que je pense qu'il espérait cette année plus que les Ouais. années précédentes pouvoir aller chercher la victoire. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Leclerc n'arrive jamais à transformer ses pôles, mais si jamais il a effectivement du mal à transformer ses pôles en victoire, c'est qu'il a souvent des voitures qui ne lui permettent pas d'aller en pôle normalement. C'est juste un monstre en qualification et encore plus un monstre à Bakou, puisque c'est le deuxième pilote à Ferrari de l'histoire à avoir 4 pôles sur le même circuit, même si Schumacher, lui, a eu 4 pôles à Suzuka, Barcelone et en Malaisie aussi. Mais voilà, donc vraiment, Leclerc, c'est un monstre. Et puis, il a largué Sainz à 4 dixièmes, je crois, ce qui est Mm. assez très. Voilà. Et Sainz lui-même l'a reconnu, hein, Leclerc est simplement trop fort sur ce circuit. Voilà, c'est vrai qu'il a pêché un petit peu par optimisme. À Bakou, c'est pas un circuit sur lequel il est aussi facile de doubler qu'on pourrait le penser avec la grande ligne droite. Mm. Il faut un écart de performance qui est plus important que cela. Et on a vu qu'il y avait peu d'écart de performance également entre ces voitures. En tout cas, ça confirme que après Monza et après l'évolution de Monza, la Ferrari est de retour au premier plan. Bon, ça reste bien sûr à confirmer. On a des circuits très particuliers qui arrivent. Mais voilà, on a inversé la dynamique. Hein. Clairement, chez Ferrari, il y avait un peu la dépression, les rebondissements entre Barcelone et Monza, quoi. Une longue séquence, en gros. Et là, la dynamique est inversée. À Monaco,
La Ferrari, elle est très très bien marchée. Singapour, c'est pas Monaco, mais bon, Singapour, c'est plus proche de Monaco que de Monza, quoi. Donc voilà, Oui. cette voiture, elle devient aussi très polyvalente. Et voilà, et encore une fois, faut pas, le problème, c'est vraiment l'accident de Sainz, parce que sinon Ferrari aurait pu pourquoi pas aller jouer le titre avec McLaren. Mais avec l'accident de Sainz, ça met McLaren en tête pour la première fois depuis 10 ans au classement des constructeurs, avec 20 points d'avance sur Red Bull. Voilà, en tout cas, en revanche, Ferrari peut aller chercher clairement la deuxième place de Red Bull. Et on vit dans un monde, on n'y croit pas du tout, mais où Red Bull pourrait finir troisième au constructeur. Ouais, alors il y a même un chiffre qui montre que c'est probable, que c'est vraiment probable et à court terme, c'est que il y a 31 points entre Red Bull et Ferrari actuellement, et sur les deux dernières courses, Ferrari a repris 33 points à Red Bull. Donc en fait, comme tu dis, il y a un monde dans lequel Red Bull termine troisième, mais surtout il pourrait rapidement se retrouver à cette troisième place qui serait pour eux un peu synonyme d'échec, même si bon après s'il y a le titre pilote à côté, c'est un peu moins frustrant. Et donc après, effectivement, alors Sainz, écoute, je te propose qu'on en parle maintenant, puisque, alors, juste répondre à Catching Tales qui vient d'arriver, effectivement, on a fait McLaren, on n'avait pas grand chose à dire, puisque ça a duré 10 minutes à peu près. Tout s'est bien passé ce week-end chez McLaren, donc on n'a pas trop épilogué dessus. Mais je t'invite à Voilà, regarder. parce on a dit que c'est la première fois depuis 2014 qui prenait la tête du championnat des constructeurs. Et encore en 2014, c'était le premier Grand Prix. Magnussen Button, c'était un fait de paille, puisqu'il Mhm. s'était effondré juste après. C'est une équipe solide, deux pilotes solides. Toujours un peu, moi je pense que McLaren, on retiendra. Bon, on est toujours déçu en Formule 1 parce que l'exigence est toujours haute, mais on retiendra des occasions gâchées. Et voilà. Ouais, ça c'est sûr. Après, je pense que au moment de faire le bilan en fin de saison, on pourrait en retenir un petit peu quelques-unes d'occasions gâchées, effectivement. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, McLaren, les fans peuvent profiter. Après, si tu veux notre débrief complet, le replay de l'émission est évidemment disponible dès la fin de l'émission sur Twitch et pas longtemps après sur YouTube. Et donc pour Sainz, alors l'accident Sainz-Perez, puisque donc Sainz a fait une course un petit peu en retrait. Il a dit lui-même, de toute façon, Bakou, c'est pas son terrain favori, c'est pas un circuit qu'il aime vraiment. Il est conscient qu'il est en retrait. Par contre, il avait réussi à revenir au prix de la lutte devant qui a ralenti un petit peu le trio de tête. Et il s'est un peu écharpé avec Sainz, avec Perez, jusqu'à ce que les deux se touchent et finissent dans le mur. Alors, question, toi, tu mettrais la faute sur qui si tu mets la faute sur quelqu'un en particulier? C'est vraiment. Déjà, je mets la faute sur Perez pour avoir touché le casque de Sainz après un accident et d'avoir un peu bousculé, ça c'est sûr. Après, très franchement, je pense qu'on peut dire que c'est un incident de course pour moi. Je mettrais un peu plus la faute 60-40 à Perez qui est quand même la voiture derrière et qui avait lui aussi l'espace. Mais c'est franchement difficile à juger et je pense que la FIA a pris la bonne décision en accusant personne. J'ai conscience que voilà, des gens ont très vite accusé Perez ou très vite accusé Sainz. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune faute pour moi, en tout cas, qui est flagrante entre l'un ou deux pilotes. On a des circonstances particulières puisque Sainz, puisque Leclerc venait juste de résister à Pérez. Je pense que Pérez a pu être influencé sur le fait de n'avoir pas pu finalement dépasser Pérez, voilà, d'avoir pu en ralentir. Donc, c'est des circonstances vraiment très particulières. Donc, pour moi, vraiment, accident de course. Mm. Je suis assez d'accord. Je mettrais un peu plus de responsabilité sur Perez parce que je trouve que il est derrière et il a toute la place à gauche et il reste collé à la Ferrari en sachant que ça peut arriver. Euh, Là où Sainz amorce à peine un décalage et ça se touche, donc on voit que c'était vraiment très proche. Et je pense que lui, en étant derrière, a une meilleure vision des choses que Perez, que Sainz qui est devant et qui n'a que sa vision dans le rétro, qui n'est pas très précise en fait. Mais après, il n'y en a aucun qui fait un mauvais mouvement où on voit même pas de décalage sur les volants des deux, donc. Mm. Il n'y a pas de. Oui, effectivement, je trouve pas qu'il y ait vraiment de responsable en particulier, mais voilà, après, Perez qui va derrière taper un peu sur la tête, enfin, sur le casque de Sainz, alors que bon, il est au moins autant responsable, c'est un peu limite, mais bon, après, l'adrénaline fait aussi son effet. En Euh, revanche, on a dit, les conséquences au classement des constructeurs, elles sont tout bénefs pour McLaren, qui ah n'en bah, demandait pas clairement. tant, qui à la régulière pouvait clairement gagner le titre, mais là, il se retrouve avec 20 points d'avance sur Red Bull. Donc, c'est la voie ouverte sur le titre. Et puis, voilà, il y a aussi des conséquences. On le sait, les budgets de cette top team, ils sont très restreints. Et lorsque vous avez je ne sais pas combien de dégâts, mais à mon avis, ça ne va pas aller en dessous des 500 000, ça pique Mm. clairement. Oui, ça c'est sûr, hein. De toute façon, c'est vrai que là, c'est. McLaren, je pense qu'ils ont dû voir ça en se disant, bon, bah,
très bien pour nous parce qu'effectivement, Norris était quand même parti pour marquer que 8 points. Il en marque 12, même 13 avec le meilleur tour. 13. Et puis effectivement, bah, du coup, c'est des points. Non seulement c'est des points qu'ils prennent en plus, mais surtout c'est des points retirés en fait à leurs Surtout principaux ça, rivaux. ouais. Et du coup, même par rapport à Ferrari, qui aussi peut être une menace, c'est toujours des points en plus de prix en Ouais. matelas. Donc c'est vrai que pour eux, c'est tout bénef. Bon, après, maintenant, il y a Singapour qui arrive, donc personne n'est à l'abri d'une erreur, personne n'est à l'abri d'être pris dans un accident. Et au final, on peut se retrouver à avoir la situation inverse. On se rappelle que Ferrari, en 2017, par exemple, se fait éliminer ses deux voitures au départ. Donc Singapour, c'est quand même toujours quelque chose de compliqué. Mais parmi les courses risquées, entre guillemets, de la fin d'année, McLaren a bien géré celle-là. Ferrari un peu moins, mais malgré tout, il y a quand même les points de Leclerc qui rentrent dans l'escarcelle de l'équipe. Donc voilà, après, bon, Sainz, effectivement, c'est. De toute façon, il a été en retrait de Leclerc tout le week-end, mais il avait dit dès le départ, hein, dès vendredi, que c'était pas son terrain Et de je pense jeu. qu'il a quand même bien tenu ses gommes pour le coup, avec les stratégies décalées. Moi, je ne Oui, le voyais pas revenir hein, sur le groupe de tête. non, moi Et non plus. clairement, il nous a démenti. Hein, et voilà, il y avait aussi un monde où il finissait clairement deuxième. Parce qu'il avait Oui, ouais, ouais, pour c'est faire. clair, c'est clair. Non, puis en fait, il a été quand même plus proche et il a moins fait d'erreurs et moins fait d'irrégularités que dans les autres années où c'est vrai que souvent il avait un moment dans la course où il était un petit peu perdu. Et c'est vraiment Leclerc, je pense, les peu durs qui ont vraiment moins convenu, parce qu'on l'a vu dans le premier relais en médium, hein, il avait mis 3-4 secondes à Piastri, et je pense qu'il y a quand même aussi une erreur stratégique de Ferrari qui n'est pas très grande, mais c'est d'avoir arrêté Leclerc trop tard. Oui, Vasseur lui a reconnu, un ou deux tours plus tard. Du même coup, l'undercut de Piastri, enfin de Pérez, mais aussi de Piastri, celui qui est juste derrière, ben, il est revenu sur Leclerc, et assez pour avoir le DRS, et assez pour le doubler. ouais, Donc évidemment, hein, c'est toujours les décis, et ça, Vasseur déteste qu'on dise ça. Mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas parfois être un peu plus agressif sur un circuit où l'undercut est quand même très puissant, où la piste était évolutive. Voilà, et on voit que les durs finalement sur Sainz fonctionnaient pas mal quand on avait l'air libre, et c'était plus le cas du tout de Leclerc. oui. Donc voilà, il y avait clairement moyen d'aller chercher une victoire aussi pour, pour Ferrari, mais c'est si serré que ça se joue à des détails. Voilà, c'était un détail et Bah, ça c'est fait la ça. différence. Là aujourd'hui, tout se joue à un tour ou deux dans les stratégies. Alors Tsushimaki demande Perez n'avait pas de ressentiment envers Sainz qui ne s'est pas enlevé de la trajectoire, mais pour le fait qu'il soit allé taper sur le casque après, lors d'un essai libre. Alors il faut pas oublier que le week-end de Perez et Sainz, ça a été vendredi Sainz gêne Perez, samedi Perez gêne Sainz, et dimanche il s'accroche. Donc en fait, le ressentiment, s'il en avait un, il aurait au moins dû se rappeler que c'était lui aussi qui a fait une connerie. Et voilà, dans tous les cas, ils ont passé leur week-end à se gêner, et bon, bah ça a fini. Ça a fini par ce concours d'ego en course qui s'est mal terminé. Mais après, encore une fois, c'est juste que les conséquences sont énormes parce que sur un autre circuit, ils font ça avec un peu de chance, ça touche à peine. Ou il y en a un qui met une roue dans l'herbe, ou voilà, mais ça finit avec au pire 2 places de perdu. Mais pas plus quoi. Alors que là, c'est vrai qu'avec des murs à côté, bah, tout de suite, c'est beaucoup d'argent perdu et beaucoup de points perdus aussi. Bon, pour Ferrari, je pense qu'on est pas mal. Je pense pas avoir oublié de news en particulier. Euh, on va passer du coup à Mercedes, puisque George Russell a terminé 3ème, Lewis Hamilton 9ème. Alors au championnat, l'équipe est toujours 4ème évidemment. Bon, là c'est pareil, bah, un petit peu comme dit Russell, hein, la 5ème place c'était ce qu'il méritait à la régulière. Et puis l'accident de l'avant-dernier tour leur offre un petit podium sympathique quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chanceux, mais bon après ils étaient là aussi pour récupérer les lauriers laissés par les autres quoi. Donc pas trop mauvais week-end en termes de performance, mais malgré tout Ah, en retrait les autres équipes quoi. mauvais pour Hamilton, hein, je pense que c'est clair. Oui, Hamilton était clairement derrière Russell, qui a d'ailleurs plié le match dans le match de qualification. C'est Russell qui met quand même une pilée 13-4 à Hamilton. ouais, Donc ouais, donc vraiment, voilà, week-end décevant de Mercedes, bon week-end de Russell et week-end très décevant de Hamilton. Je pense qu'il avait encore ces mêmes problèmes avec les pneus, avec les températures des pneus, avec des problèmes d'équilibre. Il a fini derrière les Williams, hein, voilà. Même si les Williams sont améliorés, il n'était pas à sa place. Et voilà, il a raté son week-end, on peut le dire. oui, Ce qui ne veut pas dire qu'il en réussira d'autres. Et Russell, effectivement, qui est toujours là pour glaner les bonnes opportunités, qui était l'invité surprise. Hein, il reconnaissait lui-même
sur le podium. Voilà, moi je suis un peu déçu de la dynamique de Mercedes parce que voilà, depuis l'Autriche, la Belgique, etc., on s'attendait à ce que la dynamique ne retombe pas comme un soufflet. Alors ça va peut-être repartir, mais on a l'impression d'être un peu revenu à cette équipe de Mercedes qui est la quatrième force. Pas au milieu de nulle part parce que Russell a quand même battu Verstappen, mais c'est pas la dynamique qui était affichée. Oui, alors c'est vrai que oui, du coup, effectivement, moi j'ai l'impression que Mercedes avait énormément progressé avant la pause parce qu'il y avait un gros package d'évolution et qu'en fait, quand les autres sont venus, ils avaient progressé pour se mettre tout juste devant et quand les autres ont ramené des évolutions, tout simplement, bah, ça repasse devant. En fait, c'est tellement, encore une fois, on est sur des écarts tellement faibles que la moindre chose qui va aller faire améliorer une voiture, faire améliorer même le rythme de course et tout ça, euh, va forcément jouer énormément. Mais par contre, chez Mercedes, il y a aussi une grosse gueulante sur les pneus. Puisque ils ont dit que notamment Russell était vraiment très mécontent de ne pas comprendre comment il avait une voiture qui marchait très bien avec un composé et qui ne fonctionnait plus avec l'autre alors que finalement ça reste la même voiture quoi. Donc ça il y a aussi ce côté là. Alors bon, après tout le monde a les mêmes pneus et tout le monde n'a pas ces mêmes problèmes, mais on a vu, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le Leclerc qui a été au final a été bien meilleur en médium qu'en dur. Donc après, je sais pas ce que tu en penses, s'il y a quelque chose aussi à voir au côté de Pirelli ou si c'est aux équipes de savoir s'adapter un petit peu à tout ça, quoi. Je pense que c'est la piste, c'est les équipes, c'est les conditions. C'est une piste qui est très évolutive. Ça, je sais même pas si eux le savent vraiment, sinon ils auraient réglé ces soucis bien avant. Et on le sait que les facteurs pneus, c'est quand même un grand différenciateur de performance. Il y a qu'à Mm. voir la Ferrari qui dévorait ses gommes en course l'an dernier et qui maintenant, c'est devenu leur point fort. C'est tout le pilotage, les réglages. On sait qu'Hamilton s'est souvent trompé dans les réglages en changeant du vendredi au samedi, un peu n'importe comment, entre temps des paris. Donc, ouais, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est un rébut dans une énigme au milieu d'un mystère. Ouais, forcément, ouais, c'est vrai que c'est un peu l'idée. Et puis, chez Mercedes, il y a aussi, alors ça c'est hors piste, des news sur le fait qu'il y aurait potentiellement un accord verbal, en tout cas, avec l'entourage de Verstappen pour 2026, sachant que Russell et Antonelli ont leur contrat qui se termine fin 2025. Donc là aussi, bon, ça reste des rumeurs évidemment, mais on sait aussi que Toto Wolff était quand même très attaché à l'idée de faire venir Verstappen dans l'équipe. La question c'est est-ce que toi tu penses que c'est crédible? Est-ce que tu penses que il serait prêt à sacrifier un des deux jeunes Mercedes que sont Russell ou Antonelli pour avoir Verstappen, ou tu penses que ce serait pas enfin ce serait même une erreur potentiellement de faire ça à tout prix pour Mais Mercedes? je pense que ce serait illogique, mais si Antonelli déçoit l'an prochain, ça va vite devenir logique. Je pense que c'est ça. Ça serait vraiment totalement injuste de sacrifier Russell, hein. Alors, on peut dire que oui, Ferrari a bien sacrifié Sainz, mais Russell, c'est quand même le protégé Oui. de Mercedes, le pilote de l'académie, et il a des performances qui sont à la hauteur. Je pense que ça dépendra vraiment des performances d'Antonelli. Est-ce qu'il sera prêt ou pas l'an prochain? Voilà, réponse l'an prochain. Difficile de savoir pour le moment. Ça serait, et du même coup, ça soulagerait Mercedes, hein, parce qu'au moins ils pourront vendre leur décision d'écarter Antonelli, d'accueillir Verstappen comme quelque chose de plus logique. Mais autrement, ça me semble difficile, même quand même pour attirer un Verstappen. Mais est-ce que Verstappen va rester en F1 aussi longtemps que Antonelli? On sait bien qu'il veut rapidement, enfin, qu'il restera pas en F1 jusqu'à l'âge de Hamilton. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc Oui. voilà. Pour moi, ça dépend vraiment d'Antonelli. Il a déjà la pression, mais bon, c'est de la F1, hein, Oui, bah ça, de toute façon, il le sait et puis il a déjà dit lui-même. Mais c'est vrai que effectivement, moi, ça me paraît très bizarre en fait de tout miser sur Verstappen et sur un Verstappen qui potentiellement 3 ans après ne sera plus là, quoi. Donc j'ai du mal à y croire. Alors effectivement, comme dit Nico aussi, ça peut être un coup de bluff du clan Verstappen pour faire monter les enchères chez Aston. Là-dessus, c'est bon. Après, il y a toujours des tractations en F1. Forcément, Aston sera aussi une piste que va explorer le clan Verstappen, en sachant que pour un Max Verstappen qui est un petit peu enfin, après, je sais pas comment il serait maintenant, mais on le voit chez Red Bull qu'il a du mal désormais à perdre, et qu'il accepte pas trop d'être un peu relégué au second plan, même si là il a un peu ravalé ses critiques Ah récemment. oui. Mais chez Aston Martin, il y a quand même ce risque. Alors après, 2026 potentiellement, il y a ce risque partout, mais je trouve que chez Aston Martin, il y a moins de garanties que chez Mercedes quand même dans l'idée où ils auront le même moteur, mais du coup Mercedes aura potentiellement un coup d'avance là-dessus.
Mm. Euh, voilà, après, bon, c'est vrai que c'est. Je pense que de toute façon, il y aura encore des tractations, et à mon avis. Ah non, putain, je suis con, Aston Martin, ils auront le Honda, pardon. Là, pour le coup, c'est moi qui avait oublié. Mais effectivement, il y a quand même le fait que. Il y a quand même le fait que, voilà, Aston Martin, c'est quand même un projet qui n'a encore pas réussi à vraiment décoller, là où Mercedes, évidemment, a quand même joué un paquet de titres. Pour répondre à Party Mode, non, Franck n'a pas disparu, il sera de retour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout va bien du côté de Franck. Donc voilà, en tout cas, c'était pour le petit, les petites news sur Mercedes. Pour Red Bull, alors là, le week-end a été un petit peu compliqué. On a Verstappen 5e à l'arrivée, Perez n'est pas à l'arrivée après l'accident avec Sainz, mais surtout un week-end plutôt surprenant où l'équipe a semblé meilleure vendredi lors des essais libres. On avait retrouvé un petit peu ce côté à pouvoir aller chercher les meilleurs temps, pouvoir aller viser un peu directement des bons tours. Et puis, samedi, ça s'est un peu effondré. Et surtout, c'est Perez qui a pris le dessus sur Verstappen tout le long du week-end. Enfin, tout le reste du week-end jusqu'à l'avant-dernier tour. Et ça, c'était quand même la grosse surprise du week-end. Ah bah, t'as dit oui, voilà, c'est ça, la grande surprise du week-end chez Red Bull, c'est Perez hein, qui, on ne l'attendait plus. On ne l'attendait plus. Et pour la première fois depuis 33 Grands Prix, c'est-à-dire un an et demi, Miami 2023, Perez a battu Max Verstappen en qualification et totalement à la régulière. Et en course, c'était pareil. Donc, on a retrouvé le Perez au début de saison. Hein. Il a retrouvé sa couronne de circuit urbain alors qu'on n'y croyait plus. Donc, voilà, alors c'est très intéressant. Maintenant, c'est de savoir les raisons de ce redressement. Est-ce que c'est vraiment un cas unique lié au circuit de Bakou ou est-ce que cette Red Bull, après avoir évolué dans le mauvais sens pour Perez, évolue dans le mauvais sens pour Verstappen et dans les performances, mais dans le bon sens pour, pour Perez. Donc, là, je pense qu'on n'aurait pas parié un copec pour que Red Bull finisse troisième au constructeur et encore moins d'un copec pour que Perez batte Verstappen. Voilà. Mm. On va peut-être parler hein, du cas Verstappen qui fait quand même perdre beaucoup de points à Red Bull au constructeur. C'est vrai que là, je pense qu'il va falloir qu'il ait un rendez-vous avec Horner et Marco pour mettre ça au clair parce que là, ça va plus du tout. Ils ont quand même besoin de deux pilotes. Hein. Bah c'est que là, faut peut-être réfléchir à mettre Ricardo à sa place du coup avec Perez parce que c'est quand même assez compliqué chez Red Bull. Non mais c'est vrai que étonnamment, on- ça rejoint un peu les propos de Perez qui disait j'ai enfin Max a enfin des problèmes que moi j'ai depuis 10 Grands Prix. Et c'est vrai que du coup, on voit que finalement Verstappen fait peut-être face à des problèmes qu'il est encore en train de dompter, là où Perez est déjà plus habitué à compenser. Et du coup, on se retrouve avec un Perez un peu plus à l'aise face au problème de la voiture. Donc ça c'est assez étonnant. Oui, surtout que Ricardo va être libre, effectivement, que Zohan, on en reparle un petit peu plus tard. Ça, c'est pas impossible, mais en tout cas pas ce week-end. Catching Tales dit Perez champion du monde dans le multiverse. Alors Perez champion du monde dans sa tête jusqu'à Miami 2023. Ça c'est sûr, je pense que depuis un peu moins, mais voilà, Moi, après je me ça change. rappelle toujours de ce que disait le papa Pérez, qui est nuancé. Il disait en 2022, Pérez a gagné sur tous les circuits où Verstappen n'a pas pu gagner, Bakou, Monaco et Singapour. C'est ça. Bah oui, de toute façon. Et là, on était à Bakou, on arrive à Singapour. Et Perez va être encore le roi de l'équipe. Mais Non, mais on s'est moqué, mais bon, voilà. non, mais le fait est que c'est vrai. Le fait est que c'est vrai. Effectivement, il est toujours un peu en avance sur Verstappen dans ces circuits-là. Monaco, ça se justifie un petit peu moins, mais ah oui, d'ailleurs, Papa Perez qui faut la crise cardiaque littéralement après le crash du fiston. Effectivement, il a eu un début d'infarctus à la suite du gros choc et du choc émotionnel qu'il a eu. Donc évidemment, on lui souhaite bon rétablissement. Euh, et voilà, donc après, c'est vrai que Red Bull, bon, c'est. Moi, j'ai été étonné quand même de les voir finalement plutôt à l'aise vendredi. On avait l'impression que tout allait bien, ou en tout cas qu'ils étaient dans le match. Et puis de nouveau, samedi, ils étaient plus trop. Verstappen était vraiment tout le temps mécontent de la voiture. Il a pas arrêté de dire qu'il n'y avait pas de grippe, que ça glissait, que les pneus ça allait pas, que si. Donc voilà, il y avait toujours ces gros problèmes d'équilibre en fait sur la voiture qui sont toujours là. Alors que vendredi, moi j'avais vraiment l'impression que même s'il n'y avait pas toute la performance, l'équilibre semblait meilleur. Même à regarder la voiture, ça avait l'air meilleur, quoi. Donc j'arrive pas à comprendre ce qui se ce qui se passe sur la Red Bull en fait. Mais je sais pas si. Et sachant qu'ils avaient un plancher qui était une espèce de mix d'évolution qui revenait un petit peu sur trois versions Et différentes qui avaient été mélangées, on va dire. puis on a eu un changement d'époque, puisque ça faisait depuis l'Espagne 2022, c'est-à-dire 840 jours, que Red Bull menait le championnat des constructeurs.
Ouais. C'est la première fois en 2 ans et demi. C'est quand même assez fou, hein, ce changement d'air. Mm. Après un début de saison comme on a vécu. Et puis voilà, Verstappen, c'est vraiment, sur les 5 derniers Grands Prix, c'est un seul podium. Et pas de Ouais. victoire depuis mai et Barcelone aussi. Donc c'est assez dingue. C'est assez dingue ce qui se passe. Heureusement qu'il a fait un bon début de saison, hein, parce que... Bah ouais, heureusement qu'il avait engrangé énormément de points, parce que, et heureusement pour lui quand même que malgré tout, les points se partagent toujours entre tout le monde, parce que c'est vrai que il y a un moment où on disait si Norris gagne toutes les courses et Verstappen termine deuxième, il aura encore le titre. Mais en fait, là, on n'est plus du tout dans ce schéma-là où on a un Verstappen qui lutte pour des 5-6e places, quoi. Euh, Norris n'a-t-il pas Verstappen en terminant devant et en partant de la 15e place, nous demande quand la vie, qui fait son premier message dans le chat. Euh, Bah, il y a un petit peu de ça, hein. C'est vrai que c'est une belle remontée et effectivement, c'est ce qu'on attend en fait d'un candidat au titre, de pouvoir, même quand il se qualifie très mal, sauver les meubles. On a vu que Norris est directement remonté jusqu'au point en l'espace de 7-8 tours, je crois. Et c'est effectivement ce qu'on attend d'un pilote comme ça. Après, le problème, c'est que malgré tout, il est quatrième en partant 17ème. Du coup, si la qualif avait été réussie, ça aurait été quand même vachement mieux. Euh, Xoan, ce qui dit, il a des cas de Red Bull qui dit que ça date de l'Espagne 2023, l'erreur du choix de fond plein, on y croit. Oui, parce que c'était le gros package qu'ils ont eu. Enfin, c'est la suite du gros package qu'ils ont commencé à avoir au Japon, je crois. Et oui, c'est ça, c'était la course numéro 7, donc c'était bien ça, c'était l'Espagne. Et effectivement, c'était. En fait, ils ont eu 3 gros packages. Ils ont eu le Japon, l'Espagne et la Hongrie. Euh, le Japon, c'était correct, mais ils espéraient un peu plus de perf. L'Espagne, ils se sont totalement plantés. Et en Hongrie, ils espéraient corriger les problèmes et gagner en performance. Et c'est pas du tout arrivé parce que justement, ils avaient trop de problèmes sur la voiture. Donc moi, j'y crois totalement sur cette théorie-là. C'est vraiment le moment. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, Alex, hein, c'est le dernier week-end où Verstappen a gagné, en fait, tout simplement. Donc moi, j'y crois qu'à partir de là, ils aient été un petit peu en retrait. Mm. Euh, Et à Singapour, hein, c'était leur pire circuit l'an dernier. C'est le seul circuit qu'ils n'ont pas gagné d'ailleurs. oui. Donc, est-ce que tu penses que ça va être aussi difficile, plus difficile qu'à Bakou, ou encore une fois, on va être surpris par la performance de Red Bull? Non, moi je pense qu'ils vont avoir un week-end très compliqué à Singapour. Je serais pas étonné qu'ils soient détachés du groupe de tête, c'est-à-dire qu'ils soient dans le no man's land entre il y aura les 3 top teams du jour, c'est-à-dire McLaren, Mercedes et Ferrari. Il y aura eux séparés et derrière, je pense qu'il y aura Williams et Aston qui seront en haut du paquet. Mais ouais, pour moi, ça va être très compliqué pour eux. Je pense qu'ils viseront des 7-8e places, pas plus. Et encore, ça, c'est si tout se passe bien, parce qu'effectivement, l'an dernier, on se rappelle que Verstappen se fait éliminer en Q2 par Lawson, et que Oui. c'était très compliqué, alors que c'était la voiture qui était vraiment très 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 bonne à l'époque. En fait, Wilson, j'ai mal répondu à la question parce que tu parles de l'Espagne 2023 pour les mauvais choix. Non, je pense qu'il y a eu quelques petits soucis, mais en fait en 2023 ils avaient tellement d'avance que effectivement je pense qu'ils ont pu être piégés par le fait d'amener des évolutions qui n'étaient pas bonnes et ne pas s'en rendre compte parce qu'ils continuaient à dominer en fait. Là-dessus, je pense qu'il peut y avoir eu des petits soucis, mais après la voiture a beaucoup changé dans l'hiver, donc j'ai quand même du mal à penser qu'il y ait eu absolument une direction qui soit restée sur le plancher en particulier. Non, Euh, mais tout le monde, c'est le départ de Newey, hein, de Newey, hein. ah bah, Instantanément, c'est il est ça, fait. il est parti, et puis du coup, tout le monde a arrêté d'avoir du talent, et c'était catastrophique. Peuvent-ils perdre le championnat constructeur pour vous Guigui nous demande. Ah bah oui, moi clairement, pour moi, ils l'ont perdu, hein, ça y est, ils reviendront pas sur McLaren, parce que la dynamique va pas s'inverser du jour au lendemain, et de toute façon, McLaren a une telle polyvalence avec sa voiture que pour moi, il n'y a pas de. Enfin, pour moi, ils finiront troisième et à mon avis, voilà, ce sera réglé. Si Norris ne score pas à Singapour, c'est fini pour le titre pilote. Non, je ne pense pas. Puisqu'après, il restera 6 courses, dont 3 sprints, ce qui fait 6 fois 25, ça fait 150. 3 fois 8, 24, ça fait 174 points à gagner. Il en aura une soixantaine d'avance. Non, non, le titre n'est pas du tout jouable ce week-end, hein. Le titre sera pas jouable avant. Non, surtout qu'on a 14 sprints. Oui, voilà. Non, mais pour moi, le titre sera joué dans le dernier triple header à la vitesse à laquelle on va là. Si c'est pas joué à la dernière course, parce que parti comme on est, je pense que ça va se dérouler assez longtemps.
Hachu me demande est-ce que les nombreux virages à faible vitesse de Singapour pourraient résoudre les problèmes d'équilibre de la RB20? Alors, peut-être qu'ils n'auront pas leur gros point faible. Par contre, ils auront un énorme point faible, c'est les vibreurs qui sont assez agressifs à Singapour et qui ont totalement ruiné les performances de l'équipe à Monaco. On sait que les vibreurs, les circuits, il faut attaquer les vibreurs et sur des configurations un peu comme ça ne plaît pas à la RB20. Donc pour moi, il n'y aura pas de... En fait, pour répondre à ta question Alex tout à l'heure, il n'y aura pas de points forts par rapport à Bakou, il y aura des points faibles en plus. Donc c'est pour ça que je les imagine vraiment être en Ça va difficulté. beaucoup dépendre des qualifs. Et alors, les risques de pluie sont modérés, mais ils existent à peu près 30%. Donc voilà, ça pourra changer beaucoup de choses aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, il ne faut pas oublier qu'on a des équipes du peloton qui, en qualif, sont à une poignée de dixième de Red Bull. En fait, on a les Williams, les Haas, les Aston qui sont jamais loin, voire au niveau des Red Bull en qualif. Et là, c'est vrai que si Red Bull n'arrive pas à faire son week-end comme ils le veulent, euh, je pense Ouais, effectivement on peut avoir des pilotes qui vont s'intercaler devant les Red Bull. après Singapour, je crois que c'est le circuit le plus long en termes de chrono Hmm. de l'année. Donc c'est vrai que ça augmente naturellement les Ouais, écarts, hein. Il y a plus de marge, entre guillemets, oui, qu'à la Corée de Bull Ring, par exemple, où on est presque sous la minute. c'est vrai aussi, mais après, bon, Bakou, on était quand même déjà assez loin. Enfin, on était déjà sur des chronos autour assez élevés, on est à une trente et quelques, et on avait quand même des écarts assez faibles. Donc moi, j'y crois quand même au fait que si par exemple un Perez rate son tour ou un Verstappen n'a pas l'équipe qu'il veut, une élimination en Q2 est largement possible. Euh, Zolive dit je pense que RB peut se remettre à niveau. Ils disent avoir compris le problème, il y a une pause d'un mois. Alors oui, c'est vrai, mais ils ont dit qu'ils ont compris le problème, mais qu'ils n'ont pas forcément encore les outils pour le résoudre. Donc effectivement, la période d'un mois de travail va être cruciale, d'autant qu'ils ont dit qu'ils allaient tout mettre sur la fin de saison 2024 pour espérer avoir une voiture qui soit mieux et plus saine pour développer une voiture plus facilement pour 2025. Donc on peut penser qu'ils vont avoir des progrès, mais de toute façon, à partir du moment où en Espagne et en Hongrie, le package n'a pas donné le package évolué n'a pas donné ce qui était attendu, je pense que le retard ne se rattrapera pas. Donc Mm. c'est un petit peu compliqué. On a Telioub qui poste sur le chat pour la première fois. Bienvenue à toi, qui dit une saison qui ressemble de plus en plus à 2010. Même top team et qui pour jouer le rôle de Vettel. Alors c'est vrai qu'on a Red Bull, effectivement, on a Norris. De toute façon, je pense que s'il y en a un qui doit jouer le rôle de Vettel et qui va prendre le titre au dernier moment, ce sera Norris. Mais je suis pas sûr que. Je sais pas si ça arrivera. C'est vrai qu'on a, en tout cas, on a clairement 3 à 4 équipes qui peuvent viser la victoire, ou en tout cas le podium. Euh, Singapour était le Mm. dernier circuit favorable à Ferrari? Non. Là, c'est trop Non, compliqué à dire, de non. toute façon. Honnêtement, il y aura d'autres circuits qui leur seront potentiellement favorables. Et après, à voir si ce sera favorable à d'autres équipes aussi. Puisque là, encore une fois, on a tellement peu d'écart Bah, que c'est compliqué Las, à dire, en fait. Las Vegas, hein, ça sera Ouais. favorable à Ferrari, hein, très clairement. Ouais. Et moi, je pense que, par exemple, on peut avoir d'autres circuits qui peuvent leur convenir sur la fin de saison. Même potentiellement, Yas Marina, je serais pas choqué que ça leur aille pas trop mal aussi. Euh, Aston Martin, alors là, c'est vrai qu'on a un Alonso discret tout le week-end, mais qui se qualifie en Q3 et qui finit dans les points. On l'a pas trop vu du week-end, il a été assez discret. Il y a Stroll qui abandonne après un contact avec Tsunoda au départ. Mais voilà, une belle moisson de points pour Alonso qui nous a semblé plutôt en forme. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Aston, mais je trouve que malgré le fait Bah, qu'on n'ait pas trop vu, ça a bien marché. Ouais. ouais, là pareil, hein, comme chez Mercedes, hein, et pour un ça a bien marché, hein, et Mm. pour l'autre non. Donc Stroll qui était assez brouillon au départ, encore une fois, et bien, quand on part dans le peloton, c'est ce qui arrive. Mais Alonso qui a réussi à damer le pion Williams, c'était pas gagné, hein, Mm. clairement. Il a fait le mal course, mais c'est la cinquième force. Mais voilà, ils sont plus proches de la sixième que de la quatrième, très clairement. Mm. Voilà, donc évidemment, c'était pas l'actualité de la semaine Non. chez Aston. Non, c'est sûr que globalement, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Je pense qu'on va pouvoir rapidement passer à la suite parce que c'est vrai que euh, malgré la discrétion, ouais, c'est pas la voiture a pas l'air de vraiment progresser. Et, Et je pense et- que et pourtant, Adrien Nouillet est là. bah oui. Il a pas Ouais. eu un effet instantané. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas encore commencé à dessiner, tu vois. Là, il a juste apporté sa planche à dessin. C'est pas suffisant. Il faut qu'il fasse des dessins et dès qu'il commencera, ça ira mieux.
Donc, Laurent Stroll commencerait à s'énerver. oui, bah forcément, il dira qu'il est très en colère et que ça peut pas durer. Non, mais voilà, c'est vrai que bon, après, Aston, on va pas épiloguer dessus non plus. Désolé pour les fans d'Aston Martin ou d'Alonso qui auraient voulu qu'on en parle un peu plus. Il y aura matière à en parler. Voilà, bon, l'accrochage de Stroll-Tsunoda, c'est Stroll qui est, comme tu dis, trop optimiste au premier tour. C'est pas la première fois, pas la dernière, hein, je pense, malheureusement. Mais à part ça, ouais, j'ai pas pas grand chose à dire. Non, Adrien bah, Newey pour Stroll, c'est tout. c'est vivement 2026, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Eux, de toute façon, là, maintenant, ça va être vraiment le développement pour le nouveau projet. Je pense que 2025, ils sont exactement au même endroit, c'est-à-dire milieu de peloton, un peu le ventre mou, voire un peu plus en retrait même, parce que je pense que ils vont pas laisser trop de moyens sur la table pour 2025, honnêtement. Sachant qu'ils ont aussi à préparer l'arrivée d'Honda, je pense qu'il y a vraiment plus à faire pour 2026. Ouais, et puis si Newey est arrivé chez Aston, c'est pas pour juste avoir les mains libres et parce qu'il avait une part dans l'équipe, c'est aussi on parle de l'ancienne équipe Force India Racing Point qui était par terre et qui va avoir les infrastructures parmi les meilleures de la Formule 1, avec une équipe d'usine Honda, le fournisseur de carburant Aramco qui a Mhm. aidé à développer les carburants renouvelables de 2026. Voilà, donc à part un pilote, ils ont une Dream Team. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est un peu le message qu'on a dans le chat, hein, que ce soit Catching Tales ou Tedium, qui disent effectivement que il y a un problème dans cette deuxième voiture. Alors après, moi, encore une fois, je reste assez prudent dans le sens où pour moi, aujourd'hui, Aston Martin n'a pas la prétention d'avoir deux champions du monde dans son équipe. C'est déjà bien d'en avoir un parce que c'est une équipe qui n'a pas accompli grand-chose. Il y a eu une série de podiums grâce à Alonso en début 2023. Il y a eu quelques podiums en 2020, deux podiums en 2021. Non, parce qu'il y a un seul, puisqu'il y a une disqualification. Donc, Ouais, voilà. c'est pas une équipe qui peut aujourd'hui se dire j'attire un Verstappen maintenant ou j'attire un Hamilton maintenant. Parce que Hamilton est parti chez Ferrari, mais c'est pas ce calibre qu'ils visent. Donc, la présence de Stroll, moi, elle me choque pas trop. Même si effectivement elle commence à devenir un peu problématique. Non, ça me choque un peu. On a la meilleure usine, le meilleur ingénieur du monde, même Dan Fallows, Cardillet, et non, c'est du potentiel gâché pour moi. Ouais, alors pour moi, j'allais Après, dire on peut justement raisonner autrement, hein. On peut dire qu'ils n'auraient pas tout ça s'il n'y avait pas de papa derrière. Mais bon. aussi. Mais pour moi, j'allais dire il faut qu'en 2026, il y ait un nouveau pilote à la place de Stroll. Et là, ça voudrait dire que justement, le master plan, c'était 2026 avec l'usine qui est vraiment en place, on a développé, etc. Bah, typiquement, pour moi, le master plan de Lawrence Stroll, c'est Alonso Verstappen en 2026. Je suis persuadé que ce sera le cas. Enfin, en tout cas, je suis persuadé que c'est ce qu'ils vont vouloir. Après, est-ce que Toto Wolff va réussir à subtiliser Verstappen à Aston, je sais pas. Mais Alonso à 43 ans peut-il être champion du monde à 45? Oui. Faut pas oublier qu'en 2026, on aura beaucoup d'écart entre les équipes. Parce qu'il y aura nouveau châssis, nouveau moteur. Donc ça va être quand même quelque chose de très différent et un peu plus écarté en termes d'écart, justement. Et bah, si une équipe domine, oui, on peut avoir Alonso champion du monde, comme on peut avoir Stroll multiple vainqueur de course en fait, parce que si l'équipe est très bonne, il fera quand même des résultats. Donc, effectivement, c'est pas un scénario impossible. Alors c'est vrai que ça ferait de lui le deuxième plus vieux champion du monde de l'histoire de la F1. Euh, Derrière Fangio et devant Fangio, parce que Fangio a plusieurs titres en étant le plus vieux. Mais, voilà, donc effectivement, c'est pas impossible. Après, effectivement, lui, c'est pas lui pour l'instant, c'est la tête de gondole de l'équipe et c'est son moteur interne, mais c'est pas son plan d'avenir. Et effectivement, il va être temps pour Aston de trouver la relève et de trouver un vrai leader pour la suite aussi. Euh, C'est vrai qu'Alonso n'est jamais au bon endroit au bon moment. Oui, ça. et oui, mais ça, bon, après, il a quand même été suffisamment pour avoir deux titres, mais effectivement, moi je pense que chez Ferrari, il était au bon endroit au bon moment. C'est juste qu'il y a eu aussi un peu de malchance, un peu d'erreur, un peu de si, mais je vois pas sa carrière comme un gros échec. Pour moi, les années 2010-2012 chez Ferrari, elles sont excellentes et il a sa place. Juste le retour chez McLaren que j'ai pas compris, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, après, c'est sûr que, bah oui, effectivement, en 2007, il est pas où il faut. 2008, il revient chez Renault parce qu'il n'y a pas le choix. Mais ça, on sait aussi pourquoi et c'est un petit peu de sa faute à l'époque. Mais bon, après, à voir, encore une fois, il peut être à bon endroit en 2026. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. On va passer à Williams, parce que là, pour le coup, il y a plus de choses à dire.
Puisque Alex Albon termine 7ème, Franco Colapinto termine 8ème. L'équipe prend la 8ème place à Alpine grâce à 10 points inscrits en un week-end. Et bah, moi, j'ai que du bon à dire dessus. Hein. Franchement, la voiture fonctionnait super bien. Albon a été hyper solide. Il a été le leader qu'on attend de lui. Et Colapinto a été la meilleure surprise qu'il puisse être, je pense, tout simplement. Ah oui, bah donc Alors, il a battu Albon en qualif. Alors, parce qu'Albon a eu ce problème d'échappement d'air qui l'a fait terminer derrière Colapinto, mais c'est quand même la première fois depuis Silverstone 2022 que Albon est battu par un coéquipier chez Williams. C'est bon, il y a une stat qui est assez terrible pour Sargent, c'est que Colapinto a déjà marqué plus de points en 2 courses que Sargent en un an et demi chez Williams. Et là, pour le coup, ça valide totalement ce que disait Wolf sur le fait que Sargent avait vite atteint ses limites. Non, il a été impérial comme un pitot. Il a joué le jeu d'équipe aussi en relaissant passer Albon qui avait les pneus durant durant le relais. Donc puis on a une Williams qui valide le discours qui a été tenu par Wolf à Carlos Sainz, Williams qui montre qu'elle a été clairement la 5e voire la 6e force du plateau et qui, comme DLG dit sur le chat, pourquoi pas aller chercher As, mais ça sera difficile, mais c'est pas non plus irréaliste. Voilà, alors bien sûr, ils bénéficient du double accident Sainz-Perez qui leur fait marquer des gros points. Je pense que chez Alpine, on était un peu livide quand on a vu ça. Et puis voilà, c'est très très solide de la part de Williams avec des moyens qui sont pas et des infrastructures et des process qui sont encore un peu à la traîne. Voilà, c'est clairement ça confirme tout le discours que tient John Wolf. C'est du très bon boulot. Alors Colapinto est quand même très chaud parce qu'il y avait quand même cette sortie de piste en essai libre, mais qui ne l'a pas empêché de faire des très bonnes qualifs par derrière. Et puis on s'en fout en course. Donc ouais, c'est extrêmement solide. C'est le premier Argentin à marquer des points voilà, depuis 82, depuis Reutemann. Donc c'est assez impressionnant. Est-ce que tu es en train de dire que Tuero et Mazzacane n'avaient pas le niveau ou c'est ben voilà, hein. On a parlé de Fangio, c'est ça. mais c'est vrai qu'on avait oublié Mazzacane. Non, mais c'est sûr que ouais, c'était très bon. Je te laisse finir parce que je t'ai coupé, mais Non, c'est bon. effectivement, c'est vrai que moi j'ai été assez impressionné par ce que fait Colapinto parce qu'effectivement le point faible de son week-end c'est l'accident, mais en fait c'est son point fort, c'est-à-dire qu'il est capable derrière de revenir en fait après cet accident et de complètement oublier cette frayeur qui s'est faite. Et au final on a quand même eu une belle performance d'ensemble. Et puis c'est vrai qu'il a été rapide, il n'a pas fait d'erreur après à part les EL1. On va dire qu'il cherchait la limite, hein. De toute façon c'est un peu l'obligation. Et voilà, moi quand je vois Colapinto faire ce qu'il fait, quand je vois Berman faire ce qu'il fait, on en parlera après. Ça, je peux pas empêcher de penser que la F2 n'est plus du tout un miroir des forces et faiblesses des pilotes. C'est très bien de voir que les teams principaux, que sont James Vowles, que sont Ayao Komatsu, savent aussi ce qu'ils font. Parce que effectivement, on a des choix de pilotes qui sont très critiqués. Encore une fois, je rappelle que ce pauvre Colapinto a pris un torrent d'insultes sur Twitter quand il a été confirmé parce que soi-disant qu'il était là que parce qu'il était pilote payant et que de toute façon il allait rien faire. Le fait est que l'argent qu'il a amené c'était juste pour compenser celui de Sargent et à côté de ça il a fait un très très bon des très très bons débuts à part une petite erreur en qualif à Monza, mais voilà c'est ce qu'avait dit James Vowles sur lui, ça semble se vérifier, et ça fait taire surtout tous les gens qui disaient que de toute façon le discours de Vowles c'était pas bon parce que on remplaçait Sargent par Colapinto et qu'il y aurait les mêmes problèmes avec, et ben non, la preuve que non, il n'y a pas les mêmes problèmes avec. Et moi je suis très content pour Colapinto. Catching Tales dit mettons les pilotes de F2 sur une course de F1 pour voir. Bah, ça va s'appeler la course sprint des rookies, peut-être après Abu Dhabi, où là sur les F1, alors une voiture par équipe apparemment, on aura des rookies, enfin des jeunes pilotes de F2, donc là ça sera peut-être plus représentatif en effet. Donc
Là, les patrons d'équipe ont l'air pour. Après, c'est une question logistique et budgétaire, forcément, d'organiser cette course sprint, mais ça serait une très bonne idée. Hein. Alors, peut-être pas voir Berman et Colapinto, on a vu ce qui va aller, mais voir tous ces requis, c'est bien. Et effectivement, ça va chauffer en F2, puisqu'on ne paie pas des sommes astronomiques pour avoir, et là, on peut penser à Jar, pour avoir une telle d'événement, quoi. Ah bah ça c'est certain. Et au final, le truc c'est que quand tu vois un Colapinto qui est capable de s'acheter, entre guillemets, 9 courses en F1 avec 4 millions et qu'une saison de F2 c'est 2 millions, à peu de choses près, bah, je pense qu'il y a certains financiers qui vont réfléchir à se dire est-ce que j'ai pas meilleur compte à payer quelques courses en F1 à un pilote plutôt que... Alors après évidemment il faut que le pilote ait déjà fait ses preuves dans l'équipe en tant que pilote de simulateur, pilote de développement, etc. Ce qui était le cas de Colapinto qui a priori donnait des signaux verts dans le simulateur. Mais au final, effectivement, ça va aussi participer certainement à une méfiance supplémentaire de la part des jeunes et de leur entourage. Et c'est ce que disait, alors je crois que c'est Berman, si je ne dis pas de bêtises. Non, je sais pas. Berman ou Colapinto, je ne sais plus. Il disait en fait c'est la F3 qui est le plus proche du point de vue pilotage de la F1 en termes d'appui, en termes de faible virage notamment. C'est paradoxalement, surtout en faible virage, faible moyenne vitesse, c'est la F3 qui est plus proche de la F1 que de la F2. Oui, ça m'étonne pas trop. Mais effectivement, c'est vrai que, comme le dit Catching Tales, hein, j'ai l'impression que le niveau F2 est très bon cette année. Moi, je suis assez d'accord, il y a quand même un très bon niveau. Ouais, c'est les équipes qui sont vraiment. Mais c'est ça, les équipes, et surtout les voitures, en fait. Moi, c'est vraiment un problème de la F2. Alors, on devrait peut-être pas dire ça, parce que, ouais, enfin, après, c'est un ressenti, je sais pas, mais moi, quand je vois la voiture de Dirksen qui survole à Monza et qui est un avion de chasse en ligne droite à bas coût, alors certes, ils ont des choix d'ailerons et tout ça, mais bon, il y a que deux ailerons, différents. Et franchement, c'est quand même c'est quand même quelque chose de totalement fou en termes de différence. Et j'ai du mal à croire que tous les pilotes aient la même voiture. Et je pense que certains sont très désavantagés. Et parce qu'encore une fois, quand on voit des Antonelli, Berman et Colapinto, tout le monde dit ouais, en F2 ils sont pas terribles et tout ça, et que leurs patrons leur font une confiance absolue, et que pour l'instant 2 sur les 3 ont donné raison au patron, tu te dis que la F2 il y a un problème de vision des choses en fait. Donc voilà, c'est un peu. La F1 est-elle devenue trop simple à conduire aujourd'hui, ou alors le niveau de prépa est dingue? La F1 n'est pas trop simple à conduire parce que c'est très complexe la F1, c'est juste que les pilotes sont énormément préparés. Là, quand on parle de Berman et de Colapinto, on parle de pilotes qui ont des dizaines, centaines d'heures dans le simulateur et qui, dans le cas de Berman, a même fait beaucoup de L1 et tout ça. Et bah oui, ils sont amenés à ce rôle-là. Alors effectivement, ça peut surprendre parce qu'un Berman qui fait 7ème avec une Ferrari qu'il a quasiment jamais conduite à Jeddah, tu te dis bah oui, effectivement, c'est facile. Mais en fait, non, c'est pas facile. C'est juste que ce sont des excellents pilotes. Et que c'est le haut du panier en fait tout simplement les pilotes qui arrivent à la F1 c'est le haut du panier, c'est beaucoup plus le haut du panier que c'était avant et ça aide à ce que ce soit très très bon en termes de niveau global. J'ai cru comprendre que la F2 était basée sur la gestion des pneus et une conduite plus douce et la F3 il fallait plus conduire à la limite comme la F1. Oui, il y a un peu de tout, hein. De toute façon c'est sûr que c'est un style de pilotage, c'est les voitures, c'est pas mal de choses, mais je pense qu'effectivement la F2 n'est plus du tout un miroir de la F1 aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit une question que de philosophie des voitures, hein. Pour moi, il y a vraiment un problème avec la F2 aujourd'hui, mais j'ai pas, comment dire, j'ai pas de preuves pour étayer mes dires, donc je dis que c'est un avis, mais quand j'entends des choses et quand je lis des choses et quand je vois des choses, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a quelque chose qui va pas en Formule 2 aujourd'hui. En tout cas, voilà, bravo à Colapinto vraiment pour ses débuts, évidemment bravo à Albon qui fait Enfin, pour ses débuts globaux, hein, sur les 2 dernières courses. Bravo à Albon qui fait un excellent week-end aussi, faut pas l'oublier. Parce que j'ai vu des gens qui disaient bah, Colapinto est devant Albon, donc Albon est surcoté. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Non, et puis Albon a eu des problèmes en qualif. Mais bien sûr, et puis Albon reste un leader en interne. Enfin, il n'y a pas que le pilotage qui compte en Formule 1. Et on fera le bilan pour reprendre les séries. Donc voilà, donc c'est forcément Colapinto, et donc il n'y a pas de place pour lui chez Williams. Et ça commence à cogiter chez Stake / Audi. Alors je ne sais pas si on en parle maintenant ou après, mais voilà, Colapinto s'invite un peu dans la course. Ouais, écoute, on en parlera un petit peu après, on fera le point là-dessus, parce que sinon il n'y aura pas grand-chose à dire. On a des choses à dire. Il n'y aura pas grand-chose à dire sur les performances sportives de Stake, donc ça nous fera un petit chapitre qui dure au moins 5 minutes. Voilà pour Williams, on va passer à Haas avec un autre jeune pilote qui dispute également son 2e
Grand Prix en Formule 1. Oliver Berman termine 10e et marque 1 point après avoir fait une excellente fin de course et très intelligente, puisque, on va y revenir, il a réussi à subtiliser un point là où Hülkenberg en a perdu un en terminant 11e, parce que Hülkenberg a cru Ouais. qu'après l'accident Pérez, la course était neutralisée. Et Berman, lui, a vu les drapeaux verts qui étaient agités après l'accident et a réussi à rester devant et à passer devant. Donc, Alors, Hülkenberg, c'est monsieur 11e place. C'est sa 7e 11e place de l'année. ça fait beaucoup. Donc, alors, ça prouve à la fois sa régularité, parce que là, il faut quand même la placer en 11e place, hein. Mais voilà. Bon, je pense que ça prouve quand même le talent de Hülkenberg, parce que Magnussen n'a clairement pas eu les résultats qu'il a eu, mais ça devient un genre. Et là, pour le coup, je crois que c'est Komatsu qui a dit que Bakou, c'est un des pires circuits pour Hülkenberg. Alors évidemment, c'est flatteur pour Berman, mais voilà, bon, Hülkenberg qui a quand même fait une bonne course. Il avait le dessus dans le premier relais sur la gestion des pneus sur Berman, mais cela étant dit, encore un très très gros week-end de la part de Berman. Lui aussi, comme Colapinto, il s'est fait un peu peur, moins peur, mais peur quand même. On essai libre, on avait le 3, et il a quand même super bien réagi, hein. Il n'a pas du tout perdu la confiance, au contraire. Il a été plus que jamais au rendez-vous. Et voilà, franchement, c'est le premier pilote à marquer 2 points dans ces 2 premières courses avec 2 voitures différentes. Ça, c'est quand même fort. Même si évidemment, bon, non, là, on pourra aller refaire une stat qui vaut ce qu'elle veut, hein, mais voilà, donc c'est assez impressionnant ce qu'a fait Berman, même en qualif, hein, donc il bat Hülkenberg là pour le coup à la régulière. Il se dit je suis un idiot, etc. parce que j'ai raté à quelques centièmes la place en Q3, mais bon, non, il a fait un super Grand Prix. Et voilà, comme Matsu, il a dit, qu'est-ce qu'on est heureux de l'avoir signé pour l'an prochain. Après, il y a la question, c'est évidemment, ça coûterait cher, ça serait pas fair play, etc. Mais est-ce que c'est pas l'intérêt de Haas d'aller un peu anticiper la retraite de Kevin Magnussen? Et ben c'est effectivement c'est la question que David J dit la rumeur de Berman qui finit la saison à la place de K-Mag, donc Kevin Magnussen, pardon, qu'il a lu sur Canal+, enfin vu sur Canal+. Alors ce sera pas le cas à Singapour, hein. Singapour c'est bien Magnussen qui sera là, mais effectivement on peut penser que Haas va mettre à profit le fait qu'il y ait 4 semaines, donc ce qui laisse beaucoup de temps pour négocier les sommes et ce genre de choses, pour dire à Magnussen, potentiellement en lui disant dès ce week-end, profites-en parce que c'est peut-être ta dernière, et puis dire stop, quoi, parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ce que fait Berman directement face à un Hülkenberg, certes, qui n'est pas très à l'aise à Bakou, mais qui malgré tout ne se fait très rarement battre par Magnussen, et globalement depuis 2023 mène la barque chez Haas, et que là ce week-end, et ben, en fait il a un équipier qui en est à sa deuxième course et qui est déjà à son niveau. Je pense que ça montre que Magnussen, c'était une erreur de le signer en 2024, et que ouais, à mon avis c'est le moment de dire stop. Et bon, après effectivement Berman, plus il pourra rouler avant, mieux ce sera, quoi. Et puis il y a Zolif qui dit Magnussen aura tous ses points sur la super licence, annonce du sale. Ça reste un pilote pro. Moi, je pense pas, hein, qu'il fera ça. C'est pas parce qu'il aura 12 points à perdre qu'il va conduire comme un sagouin, hein. Ça reste quand même des pilotes professionnels. Et puis voilà, et bien évidemment, il est très critiquable. Il y a quand même un Grand Prix, je crois que c'est à Jeddah, où il défend très très salement, mais pour défendre Hülkenberg, hein. C'est pour ça que c'est un peu des circonstances atténuantes pour Magnussen, et je pense pas qu'on puisse le caricaturer comme ça aussi, même s'il est devenu premier pilote à rester sur la touche depuis Romain Grosjean en 2012. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, au bout d'un moment, lui, il y avait vraiment un passif quand même qui était important. Mais c'est vrai que effectivement, je pense que Haas pourrait réfléchir à ça, parce que ils auront Ocon et Berman l'an prochain, et que si Berman arrive avec un peu plus de préparation, on va avoir un duo qui sera immédiatement très bon, quoi. Donc ça va quand même changer. Enfin, moi je trouve que Haas va changer un peu de division l'an prochain. Désolé, c'est pas contre Hülkenberg et Magnussen, mais l'an prochain ils auront un vainqueur de Grand Prix dans l'équipe, et ils auront un très très bon rookie. Là où cette année ils ont 2 pilotes qui sont là depuis plus de 10 ans, et qui n'ont pas accompli grand chose. Ils ont un podium à tous les deux, quoi. Donc
Et en plus, c'est Magnussen qui l'avait eu, donc c'est même pas en lien avec la hiérarchie actuelle. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est tout bénef pour As maintenant, à voir s'ils auront la possibilité de faire ce switch pour les 6 dernières courses de la saison, puisque ce serait sûrement ça. Après, ce serait pas sympa pour Magnussen qui était depuis longtemps chez As, je Oui. comprends. Hein. Puis bon, ses avocats, ils vont se frotter les mains si jamais ils font ça. Ah bah clairement. Clairement, d'autant que, a priori, il est toujours soutenu par Jack and Jones, qui doit apporter un peu d'argent aussi. Donc, ce sera à Ginas, ce sera à Monogram de compenser, voire de payer la facture d'une potentielle rupture de contrat. Je pense qu'on a fait le tour de As. Du coup, on verra bien ce week-end, en tout cas, à Singapour. Ça peut être aussi une équipe qui peut en profiter, parce que potentiellement, ça peut... alors, ça leur convient un petit peu moins, les circuits lents, mais... Bon, après, de toute façon, ce sera le moment d'essayer de marquer des gros points et de continuer à défendre cette 7e place au championnat, puisque malgré tout, ils sont sous une menace, pas pour l'instant directe, mais en tout cas à surveiller de Williams, qui a 13 points, je crois, au championnat, Ouais, et qui pourrait, en 2-3 bons résultats, venir puis contester cette 7e place. RB c'est 34, As 29, Williams 16, Alpine 13. Ouais. Donc Et RB a chaud aux fesses. Hein. clairement, clairement. La 6e place pourrait se jouer un petit peu plus, de manière un petit peu plus indécise qu'on imaginait par un moment où RB avait vraiment pris de l'avance finalement. Là, ils sont tellement, on va en parler juste après, mais ils sont tellement en difficulté que c'est plus vraiment le cas. On va d'abord parler de Alpine, puisque Pierre Gasly termine 12e, Esteban Ocon termine 15e. L'équipe perd une place au championnat, donc, comme on l'avait dit du côté de Williams, puisque Williams aura repris 10 points. Alors, il y a eu 2 casses moteurs pour Ocon, enfin 2 casses mécaniques pour Ocon dans les essais libres. Il y a eu une casse de roue parce qu'il a attaqué, il a touché le mur. Bon, la roue a lâché assez vite. Et une casse sociale. Une casse sociale. Effectivement, on a aussi des problèmes à ce niveau-là. Et voilà. Enfin, et puis pas de performance, pas de fiabilité. Pas de joie de vivre, parce que tu lis les communiqués, c'est d'une tristesse, mais infinie. Et encore, moi, je pense que Ocon, quand il est tout seul, il doit un petit peu danser en sachant qu'il part à la fin de la saison, mais ceux qui sont bloqués là-dedans, c'est un enfer absolu, cette équipe. Enfin, moi, Après, je trouve qu'ils ont eu une stratégie intelligente, c'est-à-dire rester en dur et attendre une safety car. Oui. C'était la chose à faire. C'est ce qu'ils avaient déjà fait l'an dernier avec Ocon, d'ailleurs. Et sur un miracle, Gasly termine 12e avec cette stratégie. Non, mais Ocon boit le calice jusqu'à la lie. Et c'est vrai que Gasly, doit commencer à trouver le tournant. C'est un peu la même ambiance que chez Steak, sauf que chez Steak, il y a un peu d'espoir avec Audi. C'est vrai que... après, eux aussi ont espoir avec un constructeur allemand, puisque Mercedes pourrait les aider aussi. D'après eux, ce serait en tout cas la solution miracle. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte à un moment qu'ils n'ont pas forcément de châssis non plus qui fonctionne, quoi. Donc, ouais. Après, oui, comme le dit Nico, Gasly a fait un week-end solide. En soi, c'est vrai, hein, le week-end de Gasly, il n'est pas dégueu, mais la voiture est tellement loin et tellement inexploitable que... Ah non, c'est pas les pilotes, hein, c'est clairement pas les pilotes, c'est le haut management de cette équipe et pas non plus les ingénieurs qui travaillent au quotidien. Hein. On voit une très belle ambiance que Briatore a dit. Je suis passé à 19h, il y a 20h, il n'y avait personne au bureau, avec moi ça va changer. Donc ça s'appelle du management bienveillant. Tout à fait. Ça, en même temps, c'est ce qu'on attendait de Briatore. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, Gasly fait une qualif folle et puis se prend une disqualification. Donc c'est moche. C'est vraiment très très moche. Ils avaient beaucoup misé sur la vitesse de pointe, mais ça n'a pas tout donné. En fait, à Tchoum, si l'aileron arrière type Monza t'a surpris, je pense que c'est parce que tu t'attendais à ce qu'ils essaient d'avoir de l'appui, mais en fait, ils se sont rendus compte, je pense, que leur voiture a tellement pas de grip et pas de motricité que en fait il fallait tout miser sur la vitesse de pointe et ça a donné que c'était pas terrible non plus, et je crois surtout leur deuxième secteur était vraiment catastrophique, mais voilà, de toute façon Alpine, ils sont obligés aussi de faire des choix. Là pour le coup on peut pas leur en vouloir, ils sont obligés de faire des choix risqués parce que de toute façon s'ils font des choix normaux ils sont derrière les autres, donc il n'y a pas vraiment mieux à faire. David J dit pas de perfo, pas de fiabilité, l'opérationnel nul. Alors l'opérationnel c'est pas... Non, l'opérationnel, non, ça va. Hein. C'est pas si mal, parce que la disqualification technique, elle est pas due à une erreur, humaine. Donc, l'opérationnel, c'est presque le seul truc qui reste à peu près. Il y avait eu un coup de moins bien au moment de l'été, mais ça va mieux là. Concrètement, je trouve que c'est presque ce qui reste de mieux chez Alpine actuellement.
Bah, les pilotes. Oui, aussi, ouais, mais les pilotes, ils ont le moral, eux, hein, parce que c'est vrai que. Non, mais bon, Bah, ils après. sont non, mais 9e, hein, Alpine. Hein. Ouais, ouais. 9e, là, c'est vraiment la dégringolade absolue, hein, parce que. Mais je il y sais a même en 2016, combien ils avaient fini en 2016? 9e, 9e, tout voilà. pareil. On est Sauf qu'en rendu là. 2016, en 2016, ils avaient une. Alors en 2016, il faut oublier qu'ils avaient une Lotus dans laquelle on avait retiré le moteur Mercedes et mis un moteur Renault qui était moins bon. Donc, Ouais. c'était totalement justifiable parce que la voiture était vraiment catastrophique. Mais là, c'est la même une saison du même acabit, alors que c'est une voiture qui est produite in-house avec des meilleurs pilotes. Hein, Bah, parce que en 2016, ils avaient Magnussen, Palmer aussi. Donc, il manque plus que le rachat par Gérard Lopez. On a bouclé. pour boucler la boucle. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pas bon. On sait d'où venait l'erreur qui a mené à la disqualification. Alors, a priori, c'est lors d'un passage de rapport. Il y a eu un souci technique et en fait, ça a. Ouais, c'est un passage de rapport qui a fait ça, mais apparemment Gasly a eu des problèmes sur les passages de rapport de 7-8 tout le long du week-end, et là apparemment c'est ce qui a causé le dysfonctionnement, mais je sais pas du coup si c'est une explication entendable ou pas, en tout cas ils étaient assez clairs là-dessus, et c'est vrai que Gasly lui au feeling avait dit qu'il avait déjà perdu du temps sur un passage de 7-8, donc je sais pas si c'est lié, et je sais pas si c'est vraiment ça, ou si juste, bon, ils ont pas eu de chance, mais... Euh, ouais, c'est Lopez à Bordeaux. Oui, mais Lopez, il va où il veut, lui. Il pourrait bien essayer de revenir, en tout cas. Ils ont annoncé faire un bilan d'Enston comme pour Viry, c'est vrai. Ils ont dit que ils Ouais, allaient, oui, ils oui, allaient, oui. Hein. ils Ça sent, allaient. ça sent la vente. Hein. Ah bah clairement, de toute façon. Moi, je suis persuadé que tout ça, en ce moment, ils sont en train de faire les fossoyeurs pour séparer les activités et à terme vendre l'équipe, parce que, enfin, Briator commence à dire qu'ils auront des objectifs et tout ça en 2027-2028, mais honnêtement, pour moi les investisseurs, enfin le groupe Tu peux, Renault n'ira pas jusque là. si tu veux vendre l'équipe, faut pas dire que tu vends. Bah oui, c'est ça. Tu vas pas dire on va vendre, tu vas dire on va faire des trucs très bien. Mais Varius Zero demande, on nous dit que le moteur de Viry est un problème pour la perf de l'Alpine, mais n'est-ce pas Enstone qui n'est pas foutu de concevoir une boîte fiable? Bah, à Honnêtement, Viry, on dit que c'est 20% de la performance du moteur. Alors, c'est les chiffres de Viry. Donc, même si on veut bien les croire, mais évidemment, à Anston, on va pas dire la même chose. c'est ça, hein. Mais de toute façon, quand on a une voiture, parce que l'an dernier, on pouvait accuser Viry parce que la voiture était bonne à Monaco, ils font podium, elle était bonne à Zandvoort, ils font podium. Donc on peut se dire, oui, effectivement, Viry a plus posé problème que Enstone. Là, cette année, quand ils ont une bonne voiture sur un circuit de châssis, ils font 10e. Donc c'est pas. Pour moi, le châssis est pas bon. Et de toute façon, le châssis, on a vu qu'il est pas bon parce que déjà, la voiture, elle a pas une gueule de voiture qui a été conçue comme ils le voulaient au départ. Et le fait qu'ils aient enlevé toute la peinture, c'est pas un hasard non plus sur le fait qu'ils n'avaient pas les performances qu'ils voulaient, etc. Donc dans tous les cas, pour moi, dans tous les cas, c'est les deux qui ont fait des erreurs, on va dire. Mm. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de la part d'Alpine. Moi, enfin, vivement que cette année se termine, mais je suis pas sûr que la suivante sera meilleure en fait. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète pour eux. J'ai peur que ce soit Ah, une. je pense que ça, elle sera meilleure. Hein? Je pense qu'elle sera meilleure. On est d'accord qu'ils ne seront pas champions, mais je pense qu'elle sera meilleure. Dès l'an prochain, tu crois? Un peu meilleure, je sais pas Ouais. dit bien. Mais... Allez, 6e. En même temps, ils vont peut-être refaire la même progression. Ils sont peut-être repartis à zéro. Ils vont faire comme en 2016-2017. Ils vont faire 9e, 6e, 5e. Mais bon, je pense que ça va être encore un plan à 100 courses, quoi. Mais bon, est-ce qu'ils vont le respecter ou pas? On passe à RBF1. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai pas énormément de choses à dire dans le sens où c'était pas terrible. Daniel Ricciardo termine 13e. Yuki Tsunoda abandonne après l'accrochage de Stroll. Bon, Yuki Tsunoda, c'est pas de bol. Ça fait 2 courses de suite où ça lui arrive. Il se fait accrocher au début de course. C'est vrai qu'il avait un beau trou dans le ponton. À mon avis, la voiture ne fonctionnait pas très bien. Mais globalement, c'était pas terrible hein, ce week-end chez RBF1. Il y a pas, enfin pareil, pas trop de performance. On les a pas trop vus. Ils n'avaient pas exploité les pneus. C'était pas terrible quoi. Bah, c'est la fameuse évolution qui ne fonctionne pas du tout comme prévu. Et il semble perdu. Et je dis pas que la saison est terminée, mais je pense pas qu'il y aura d'autres évolutions majeures Mm. qui arrivent. Et là aussi, hein, c'est une équipe qui était en très bonne dynamique et qui l'a totalement perdu. Ça montre, on parle beaucoup des changements de performance en tête de la grille, mais en milieu de la grille, c'est quelque chose de fameux aussi. Hein. Donc,
Donc ouais, c'est un peu aussi la déprime chez RBF1. Et Ouais. il y a Ricardo, dont on peut parler. Oui, bah oui, c'est ça. Là, effectivement, il y a. Parce que autant ça bouge pas trop en piste, autant justement j'allais venir sur le côté un peu plus coulisses, puisqu'il y a eu des rumeurs comme quoi Daniel Ricciardo serait remplacé par Liam Lawson dès Singapour. Alors ça n'arrivera pas, il sera bien dans la voiture pour avoir cette magnifique livrée célébrant le jean grâce à Hugo Boss. Mais par contre, effectivement, il y a toujours cette rumeur comme quoi Liam Lawson pourrait faire 5 des 7 dernières courses de la saison dans le baquet de Ricardo. Donc soit Ricardo ferait Singapour et puis Austin, soit il ferait une des 6 dernières courses choisies au hasard, peut-être Vegas ou je sais pas, selon ce qu'il veut, selon ce qu'on veut faire à Lawson. Mais en tout cas, a priori, c'est bien quelque chose qui est envisagé chez RBF1. Oui, mais ce ne serait pas illogique pour moi, hein, parce que Ricardo, il a dit qu'il était plus que jamais en mode commando et vous allez voir ce que vous allez voir. Avec un Pérez qui, en plus, bon, ça reste à confirmer, mais retrouve des couleurs. Pour moi, il y aurait toute logique à mettre Lawson dans la voiture parce que Ricardo plafonne et au mieux préparer l'avenir. Donc, autant écarter Magnussen, ce serait un peu rude parce qu'il était là depuis le début, etc. Autant écarter Ricardo, je trouve que c'est le jeu. Mm. Et je pense que même Ricardo ne se scandaliserait pas de cette décision. Oui, certainement. Hein. Je pense que Ricardo, il est conscient aussi que c'est pas suffisant. Alors c'est vrai que Nico te pose une question. Pérez, il en fait combien des courses jusqu'à la fin de la saison? Mais il va en faire 7. Et potentiellement, il va finir devant Verstappen sur plusieurs d'entre elles. Donc, non, on verra, ça sera confirmé vu qu'il ne reste plus qu'un circuit urbain. Non, 2. Peut-être qu'à Vegas, il arrivera aussi à être devant. Las Vegas, ouais. Lawson pour ensuite aller chez Red Bull. Bah, déjà, je pense que David J, ils vont essayer de faire une année complète chez RBF1. Mais par contre, si Lawson est très performant, ce qu'on a pu entrevoir l'an dernier, ce sera un nouveau levier de pression pour le pauvre Perez qui va se retrouver à avoir une menace supplémentaire sur le dos. Et on lui dira attention, si jamais tu fais n'importe quoi, tu es écarté. Donc voilà, après, je pense que c'est un peu le but. Hein, parce que là, en fait, je pense que le problème de Red Bull aujourd'hui, c'est que Perez, il le menace avec Ricciardo et Tsunoda, mais en fait, il n'y a pas de menace. Parce que Tsunoda, ils lui font pas confiance. Et factuellement, il n'est pas vraiment pas à un meilleur niveau que Ricciardo. Et Ricciardo, il plafonne depuis 5 ans, 4 ans. Donc forcément, il n'y a pas de menace réelle pour Perez. Et au final, je pense que ça n'a pas l'effet escompté quand ils lui disent attention, on va te remplacer. Parce qu'au fond, il sait qu'il sera remplacé par un pilote qui fera pas mieux que lui. Perez, moi je suis pas très fan, mais je pense que ce qu'il fait chez Red Bull, ni Ricciardo ni Tsunoda ferait beaucoup mieux. Peut-être Tsunoda un petit peu avec le temps. Mais là, en tout cas, le niveau qu'il a sur les 2 dernières courses, bon, il y a pas. C'est pas fou, mais je pense qu'effectivement, Lawson sera là pour faire le vrai. Pour faire le vrai menace pour Perez, quoi. Lorsqu'il s'est craché en Q1 à Suzuka, pour moi, ça aurait mérité une éviction. Mais alors, il est ressuscité la 3e course. C'est ça qui est beau. Quoi. Non, mais c'est vrai que oui, Non, après. Je suis curieux de voir s'il va faire la même chose ou pas à Singapour. Qui? Perez. Ah oui, oui. Après, Perez, oui, c'est sûr, et moi je suis assez curieux. Mais il faut pas oublier effectivement que Perez, de toute façon, a été. C'est vrai que niveau performance, il fait des trucs bien, mais c'est vrai qu'il a fait énormément d'erreurs cette année. Là-dessus, on peut pas non plus le défendre. Et puis pour moi, enfin, on veut tous voir Adjar, hein, il le mérite. Hein. Mm. Il devrait mener la F2 bien plus qu'il ne mène s'il avait été moins malchanceux. Donc Adjar mérite clairement une promotion. Ouais. Et moi, j'avoue, je comprends pas trop la frilosité des équipes comme ça, où finalement, tu te dis, il y a beaucoup d'équipes qui amènent des jeunes pilotes et ça fonctionne. Et eux, ils ont Adjar, ils ont Lawson, ils ont Tsunoda qui, on pourrait peut-être voir dans un top team, voir ce qu'il vaut, en fait, tout simplement, parce qu'on va pas. Enfin, ou alors ils vont le faire végéter en fond de peloton pour toute sa carrière. Et au final, je comprends pas qu'une équipe Red Bull qui aujourd'hui est un petit peu en fin de cycle, avec vraiment des difficultés à se renouveler, des difficultés à se relancer là, sur la deuxième partie de saison, ne décide pas pour 2025 de faire un Verstappen Tsunoda chez Red Bull et un Lawson Adjar chez RBF1 parce que Lawson, on sait qu'il est au niveau. L'an dernier, il a fait assez de courses pour qu'on voit qu'il sait s'adapter, on voit qu'il sait être performant. Il était très bon à Monza, il était très bon à Singapour. À Zandvoort, il arrive au milieu d'un week-end super compliqué niveau météo et il était à l'arrivée à la fin, il était 13e, je crois.
Et donc on sait que Lawson il est au niveau en fait. Donc pour moi il n'y a pas de raison de pas le mettre en F1. Et en mettant Hadjar, on peut voir directement comment Hadjar se compare à un pilote qui est bon en fait. Donc Et puis là, c'est la surprise. Après Singapour, Verstappen fait une mauvaise performance et Horner dit c'est pas possible d'avoir deux mauvaises performances de suite. Et on le met chez RB. et on l'écarte, ouais c'est ça. Et on met Ricciardo à sa place. C'est ça. Grand ménage voulu par Horner. Et du coup pour le comment dire, pour punir Verstappen des mauvaises déclarations de son père, il le rétrograde chez RBF. Bah, il finit champion quand même. Oui, c'est ça, et du coup il finit champion. Et l'an prochain, il signe pour une année de plus chez RBF1, vu qu'il attend 2026. Et il met le numéro 1 sur la voiture. Non, mais c'est c'est assez improbable. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comprendre ce qu'ils font chez les pilotes, parce qu'ils ont beaucoup de pilotes, mais au final ils font confiance à personne. Et j'espère que Lawson ça va se concrétiser, parce que pour moi c'est un excellent pilote. Sa pige l'an dernier elle est folle. Ouais, ça. Et voilà, pour moi, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec lui. Et je comprends pas qu'il n'ait même pas été signé cette année déjà. Même. Exohan se demande, bon, il rigole parce qu'il est habitué, mais si Ricardo peut être rétrogradé en F2, oui, il peut faire comme Oscar Destin et repartir du karting, et remonter à les échelons et tout à fait. Comme à 40 ans. Il n'a pas été champion, donc il peut y aller. Et effectivement, il peut faire ce qu'on appelle dans le métier le Roberto Meri. Voilà, qui consiste à gravir les échelons, puis les gravir dans l'autre sens. Enfin, du coup, les redescendre. Et voilà. Mais non, c'est vrai que bon, j'espère que. Il peut gagner le GTA dans quelques années. J'espère pour lui qu'il va stopper à un moment. Il va stopper à un moment les frais et qu'il va aller faire autre chose, qu'il va faire de l'endurance, de l'IndyCar, de la NASCAR comme dit Nico, s'il veut. Mais Ricardo, il a pas fini avec le sport auto, mais je pense qu'il faut qu'il admette qu'il en a fini avec la F1. Et oui, c'est qu'il y a Daryl Binder aussi en moto qui est Daryl Binder qui avait fait aussi un petit peu de MotoGP pour redescendre en Moto 2 ensuite. Félicis devient un système d'admission, relégation, oui et non, parce qu'il y a des contrats avec les équipes. Ça serait pas possible. Avec les équipes, pourquoi pas, mais bon, ça serait encore très très compliqué. Ouais, et puis il y a des années où c'est compliqué de promouvoir un pilote. Il y a des années où tu sens que si tu fais une promotion obligatoire, il y aura un pilote qui va y arriver par chance. Norris et Albon seraient pas en F1, hein, ils finissent derrière Russell. Hein. Exactement. Et en fait, il y a des années où il n'y a pas. Et en fait, tu vois, pour moi, 2018, le trio de tête du championnat F2, c'est Russell, Norris, Albon, qui sont tous les trois promus. Et l'année suivante, le duo de tête du championnat F2. Oui, c'est Russell, ouais. Et en 2019, les deux premiers du championnat F2, c'est De Vries et Latifi. Je veux dire, cette année-là, il y a une promotion, c'est Latifi, mais c'est parce qu'il y a de l'argent. Mais dans les faits, c'est pas déconnant si personne n'est promu, quoi. Donc non, ce serait un petit peu trop compliqué à gérer, même si ça obligerait à un renouvellement. Mais on voit cette année que le renouvellement, à chaque fois qu'on commence à dire putain, il n'y a pas de renouvellement, en fait, il y a une année où ça va commencer à vraiment se faire beaucoup de renouvellement. Et ça va être le cas cette année. S'il y a Bortoleto, Antonelli, si on compte aussi Verman dans le lot, on va voir ce que fera Steg aussi. Enfin bref, on peut avoir un quart de la grille qui est renouvelé. C'est quasiment. Hein. Donc, sinon Ricciardo chez Audi, il est vainqueur de course contrairement à Hülkenberg. Effectivement, mais en même temps, un duo Ricciardo-Hülkenberg pour une équipe qui est une équipe d'avenir, c'est pas fou quand même. Donc, mais effectivement, pour Cher a eu sa chance, Hadjar, voilà, c'est. Il n'y a pas assez d'équipe, on en revient là. Oui, mais a priori, quand tu présentes un projet d'équipe, on te dit que ton équipe n'est pas au standard de la Formule 1. Donc, pour l'instant, c'est fermé. Voilà. Il y aura 20 voitures et pas plus. Voilà, par la rumeur, on verra en tout cas, peut-être que potentiellement ce sera l'avant-dernier Grand Prix de Daniel Ricciardo ce week-end. Je rappelle, la voiture aura une livrée jean célébrant. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Red Bull devait avoir une livrée spéciale. Ils ne l'auront pas pour des raisons de poids. On en est là chez Red Bull. Ouais, Red Bull annule ses livrées spéciales de Singapour et c'était Austin l'autre. Non. Qatar. Bref, je sais plus. Mais effectivement, pour des raisons de poids. Donc là, c'est vraiment la chasse au kilo et ça montre qu'ils sont vraiment pas sereins sur la suite de la saison et sur la suite jusqu'à la fin. On va avoir une livrée noire chez Red Bull. Ça va bien. Un Black Bull. Black Bull. Non, c'était pas eux qui avaient fait un partenariat avec Batman, c'était Toyota, je crois. Parce qu'ils auraient pu faire un partenariat avec Batman, faire la livrée noire avec juste un petit logo
Petit logo Red Bull Ouais. et petit logo Batman. Mais sans le jaune de Batman. Oui, non, bah non, quand même. Ça aurait été une impression carbone sur un peu de noir, ou une impression noire sur un peu de carbone. Et puis, on termine par Steak F1. Alors bon. Alors si, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Guanyu Zhou termine 14e et Valtteri Bottas 16e. Ouais, mais il se fait encore éclater en qualif. Il s'est On pris. parle Ouais. 16 fois sur 17, Bottas bat Joe en qualif. Et puis des Alors, je sais écarts. plus l'écart là, mais généralement, voilà, je sais plus là, mais vraiment les écarts, c'est 5 dixièmes. Quoi. Ouais, j'ai plus l'écart à Bakou non plus. Attends, je vais essayer de le retrouver parce que ça vaut quand même le coup. Mais sinon, c'est la même chose pour Steak, c'est-à-dire pas de perf. Pas de perf, des stratégies, ça sert à rien de les tenter. On prépare l'an prochain. Et voilà, bon, encore une fois, c'est Bottas. Hein. Franchement, on dit que Steak a une saison absolument dégueulasse, mais pour moi, c'est vraiment le Joe. Qui est pour moi, il aurait dû être viré avant Sargent. Hein. Je suis un peu méchant, mais il se fait quand même rétamer par Bottas, qui n'est pas non plus le Bottas des grandes années Mercedes. Oui. Donc voilà, Joe, c'est catastrophique. Alors, surtout en qualif, c'est vrai que je regarde moi ses courses. 6 dixièmes là, il prend à Bakou. 6 dixièmes. Énorme. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Et alors, c'est un bon troisième pilote, hein, Joe, pour faire du développement et du RP et du marketing en Chine, pour le coup, surtout quand on est un constructeur allemand. Mais autrement, moi, Bottas, évidemment, Bottas, ça ne vend pas du rêve. Et on est d'accord que Bottas et Hülkenberg, c'est pas forcément l'avenir, mais moi, je serais Mattia Binotto. Et même si j'ai le t-shirt de la même couleur, je ne suis pas Mathieu Binotto, mais même lunettes d'ailleurs. Mais voilà, moi, je garderais Bottas. Parce que pour moi, il est régulier, il est fiable, c'est pour développer un projet plutôt que de mettre un rookie comme Pourchaire, comme Bortoletto. Voilà, moi c'est ce que je ferais. En tout cas, voilà. À part ça, effectivement, c'est toujours un peu la déprime. Et Binotto, d'ailleurs, l'a dit récemment. Hein, il a vu que c'était peut-être des objectifs irréalistes qui s'étaient fixés, qu'il y avait plus de boulot que prévu. Et on parle de podium peut-être en 2030 pour Audi, ce qui me semble un objectif finalement assez réaliste. Ah oui, de toute façon, ça va pas. Tout le monde les voyait arriver. Mais ça, après, c'est pareil, parce que tout le monde dirait c'est bizarre, ils sont pas très ambitieux, alors que pendant un moment, on les voyait arriver et gagner. Mais eux ne sont jamais arrivés avec un discours en disant on va gagner la première saison. Et il faut être réaliste, arriver et gagner en Formule 1, c'est très compliqué. C'est vraiment le sommet du sport auto. Il faut être réaliste sur le. À la fois, c'est le sommet du sport auto, et à la fois, aujourd'hui, on est sur une ère de plafond budgétaire et de handicap de développement qui font que on ne peut pas trouver un truc miraculeux qui fonctionnera des années, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, pour moi, j'en viens à ma théorie sur Steak, c'est que, parce que je vois la question de Nico qui dit est-ce qu'il y a des échos sur ce qui se passe côté châssis? J'imagine qu'avec l'arrivée de Audi, ils essaient de faire progresser les choses. Aujourd'hui, ils sont énormément en train de travailler sur les infrastructures à N-Wheel. Pour autant, il n'y a pas d'évolution qui arrive. Toute l'année, ils ont passé à dire qu'il nous faut des évolutions, il n'y en a jamais eu. Et moi, je suis persuadé qu'au fond, être 10e force, ça leur va très très bien. Parce que l'an prochain, ils auront un max de développement pour le projet Audi. Et qu'au final, ils auront 6 mois à pleine balle sur le développement. Et qu'on sera sur la période de travail de 2026. Et qu'en fait, ils vont encore sacrifier la saison 2025 pour que 2026 ce soit le mieux préparé possible. Et pour moi, c'est ce qui se passe actuellement. Parce que je vois pas comment une équipe peut, à ce point-là, avoir peu d'évolution et qu'elle n'apporte rien. Donc, ouais. je pense que je pense qu'ils en sont à un point. Ils n'ont pas commencé la saison en disant on va être dernier. Mais ils en sont à un point et ils se disent de toute façon, notre championnat est foutu. Oui, ils ont 13 points de retard, je vois pas comment ils les rattrapent. Hein. Non, c'est ça. Autant rester dernier et puis avoir le maximum de développement, quoi. Donc, finalement, une course réussie pour Steak. C'est ça. Les objectifs sont certainement remplis, du coup. Et puis voilà. Et après, donc, on a effectivement le discours sur le deuxième pilote, parce que donc il serait rentré dans la danse pour Colapinto. En fait, c'est plus précisément Williams qui a proposé Colapinto à Steak en disant si vous voulez le faire rouler, nous ça nous arrange bien. Donc c'est vrai que je pense que Williams s'est rendu compte que leur pilote a besoin de roulage et qu'il sera mieux sur des pistes plutôt que dans un simulateur. Ouais. Après, quand vous êtes Audi, prendre le pilote junior de Williams, bof. Hein. C'est sûr, ça fait des ordres, mais bon.
Après, quand t'es Audi, enfin, je sais pas qui ils vont choisir, mais c'est pour. Enfin, je suis désolé, un duo. Enfin, j'ai tout le respect pour Bottas et Hülkenberg parce que ce sont d'excellents pilotes. Mais Généralement, quand on commence une phrase comme ça, c'est qu'il y a oui, un oui, mais. c'est ça. Mais ce sont quand même des grosses tranches. Non, mais je vais pas leur manquer de respect sur la forme parce que ils sont évidemment d'excellents pilotes. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, c'est pas une image qui donne. Enfin, ça donnerait pas une image Non. d'Audi en mode on veut tout révolutionner en Formule 1. Si Ouais, tu as un mais Bottas Renault revient à Hülkenberg. Renault revient à la fin avec Magnussen Palmer. Oui, mais on voit que le projet était bancal, donc c'était. Je pense qu'il y a eu. Ah, mais c'est mieux Bottas Hülkenberg. Ouais, c'est sûr. Hein. Après, c'est vrai que Abit Bull l'avait dit à l'époque que de toute façon, Bottas, enfin Magnussen Palmer, c'était des contrats qui étaient signés par l'époque Gérard Lopez justement, et que ils n'avaient pas trop le choix de les honorer, mais je pense qu'eux ils n'étaient pas contents. D'ailleurs, ils sont quand même passés en 2 ans de Magnussen Palmer à Ricardo Hülkenberg, ce qui était un petit peu mieux. Mais, mais tout le respect sur Nico. Non mais voilà, je mets du respect sur Nico évidemment parce que bon, ça reste un excellent pilote, il le montre et ça fait 14 ans. C'est avant tout un excellent collègue. C'est ça. Non mais ça fait 14 ans qu'il est en F1 et c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que je suis désolé au niveau d'Audi. Ils montreront pas des ambitions de fou en disant notre premier duo sera Bottas Hülkenberg et ça quoi qu'on en pense. Mais bon, mon premier duo sera Bottas Bortoleto ou Hülkenberg Bortoleto, pardon, c'est pire. Hein. Désolé, Au moins il y a la tentative de prendre un jeune pilote. Oui. Bah alors pourquoi pas pour Cher Oui, mais c'est vrai, hein, pourquoi pas pour Cher. Moi je suis pour moi pour Cher devrait avoir sa chance, mais après peut-être que Audi ne veut pas une voiture avec Intermarché sur les pontons, tu vois, c'est aussi possible. Non mais bon, plus sérieusement, je pense que voilà aujourd'hui ils ont pas l'embarras du choix de toute façon, donc à mon avis ils vont devoir, ce sera soit Bottas soit un jeune pilote. Je pense pas que Joe restera. C'est vrai que ce serait fou. Catching Stake, peut-être le seul espoir pour Stake l'an prochain, c'est effectivement une livrée moins moche. Ce serait déjà bien. Même si Manu adore, mais bon, ça c'est une autre question. Moi je trouve que c'est un des rares trucs à sauver dans cette équipe avec Bottas même. Voilà. Non, Paul n'est pas au casino à Singapour pour répondre à Tsushimaki. Il est pas dispo ce soir, mais on ne l'a pas envoyé à Singapour pour qu'il aille dépenser l'argent des Genotto au casino. Voilà. Donc, qu'à Singapour. Hein? C'est plutôt à Macao qu'à Singapour. Oui, en plus, ouais. C'est vrai que Singapour, on rigole pas. Hein. Non. C'est vrai aussi. Merci David J qui dit très belle cette livrée. Voilà, enfin quelqu'un qui a du goût. Voilà, en tout cas c'était un petit peu le tour d'horizon des news et puis de ce débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Singapour. Avec voilà, donc forcément un week-end qui va être à peu près sur les mêmes horaires. Alors, attendez, je vais vous sortir ça comme ça au moins vous aurez directement de quoi savoir. Alors c'est très particulier Singapour puisque c'est Andy Stevenson, le directeur sportif d'Aston Martin. C'est à Singapour, on veut faire en sorte que la nuit soit le jour. On vit aux horaires européens, mais dans un fuseau horaire qui est asiatique. Oui. Donc en fait, on déjeune. On prend le déjeuner du midi, on le prend à 18h, on prend le petit déjeuner à midi, etc. Ouais. C'est très particulier, d'autant plus qu'il fait non seulement chaud, mais encore très, très humide. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que la F1 aura une pause de plus de 3 semaines qui va faire du bien, oui. Qui va faire du bien aux organismes. Alors, les contraintes des fuseaux horaires sont allégées, puisque Bakou, c'est la première fois que Bakou enchaîne Bakou sur le. Et puis Singapour et Bakou, c'est quand même 3 heures de décalage horaire en moins à supporter par rapport au Royaume-Uni ou par rapport à d'autres, je ne sais plus quel circuit précédait Singapour précédemment. C'était un horaire européen, donc c'est le fuseau horaire classique. Ça sera moins dur, mais c'est très bizarre Singapour puisque voilà, il faut dîner à 3h du matin. En fait, il ne compense pas le jet lag en gros. Donc, voilà. Il n'y a que Carlos Sainz qui est avantagé, parce que là, en tant qu'Espagnol, il est habitué à dîner à cette heure, mais sinon... C'est vrai. Oui, effectivement, on nous demande les pronos, évidemment. Donc, je vais donner les horaires d'abord. Donc, vendredi, les essais libres, 11h30 et 15h. 11h30 et 15h le samedi aussi, donc qualif à 15h, et la course à 14h. Donc 1 heure plus tôt que d'habitude.
Et évidemment, course de nuit, comme c'est le cas depuis le début du Grand Prix de Singapour. Et alors, les pronos. Alors déjà, je tiens à dire qu'on avait donné des pronos qui n'étaient pas trop mauvais avec Franck la dernière fois, parce que c'était... on avait parlé de Leclerc en pôle et Leclerc victoire. Bon, on n'était pas très loin. Moi, je sais pas quoi donner. Je vais m'accorder... Ouais, je dirais Norris. Norris, Leclerc, Piastri. Moi, je dis Norris, Piastri, Sainz. Je pense que McLaren va faire un gros coup sur... Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, ce sera un peu la fin. Mais je pense que McLaren peut faire un gros coup sur Singapour. Dans les pronos du chat, on a du Norris, Hamilton, Piastri. On a du Leclerc, Piastri, Sainz. Du Russell, Perez, Leclerc. Alors, Youb mise sur un Perez de gala, hein, puisque Perez, on l'a pas vu sur le podium depuis un petit moment quand même. Mais une revanche de Russell, c'est vrai que Russell avait abandonné, il avait pris un accident dans le dernier tour l'an dernier. Il y avait cette espèce de groupe avec Sainz, Norris, lui et je sais plus si c'était Leclerc ou Piastri qui était avec eux. Mais voilà, on a Tsushimaki qui dit Hamilton, Verstappen, Bottas. Alors je pense que là tu as ressorti un podium random de 2021. Hein, je crois que ça doit être ça. Ouais, peut-être que Russell sera malade, on ne lui souhaite pas, et qu'il y aura Bottas dans la Mercedes. Ouais, peut-être. La F1 est surprenante. Ou alors regardez la course dimanche, hein, parce que ça risque d'être intéressant. Oui, c'est ça. Hein. Non, mais sinon après tu peux aussi regarder un replay de 2021 et puis tu auras ce podium là. Mais peut-être pas Singapour, mais n'importe quelle course, parce que je crois qu'il était souvent ce podium. Voilà, en tout cas, je pense qu'effectivement, ça peut être je pense que ça peut être un tournant dans la saison, parce que ça peut être le moment où Red Bull marque vraiment le pas et McLaren reprend beaucoup de points, à la fois pour sceller son avance au constructeur et à la fois pour que Norris revienne à potentiellement une 40aine de points, ce qui serait quand même quelque chose de très différent. Et à la fois, ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que si McLaren rate son Grand Prix de Singapour et ne reprend pas de points à Red Bull, ça commencera à devenir très compliqué chez les pilotes, même si ce ne sera pas impossible. Mais ça, voilà, plus des courses vont se dérouler sans que Norris reprenne beaucoup de points à Verstappen, forcément, plus ça va être compliqué. Tsushimaki dit 3 voitures à l'arrivée, prenez le podium avec Bottas dessus. Oui aussi, c'est vrai. Ça peut être une autre solution. Kachinta dit je lance à Paris, si Norris gagne, il sera champion du monde. Et bah écoute, que les dieux de la Formule 1 t'entendent, bah, ça me va bien. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission de débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Comme je disais tout à l'heure, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Singapour. D'ici là, bah, portez-vous bien, passez un bon week-end de Formule 1. Je crois qu'il n'y a pas de Formule 2, il y a de la F1 Academy de mémoire. Puis évidemment, pour ceux qui veulent du sport auto, il y a aussi toujours de la NASCAR, hein, le dimanche soir, puisqu'il y en a quasiment toutes les semaines. Et merci d'avoir suivi. Et puis on se donne rendez-vous pour à la semaine prochaine. Et puis à bientôt. Bon week-end et bonne fin de semaine. Bonne soirée, au revoir. Ciao.